Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans un épisode qui risque déjà de rester dans les annales. Aujourd'hui, j'accueille un très grand homme. Je ne sais même pas s'il faut le présenter. J'ai l'impression que tout le monde le connaît. En tout cas, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et aujourd'hui, on va accueillir David Drumeau. C'est parti. Bonjour David. Bonjour. Quelle introduction. On s'entraîne. Alors comme d'habitude, je suis accompagné de Tessa de Créoloquence. Et aujourd'hui, donc, on va accueillir ce grand homme que je vais laisser se représenter. Grand homme, 1m82, c'est pas si grand que ça. Alors, me présenter, David Drumeau, 48 ans, père de 2 filles, de bientôt 20 et 17 ans. Et maintenant, chef cuisinier du 1973 et aussi, parallèlement, de Bokit de luxe, voilà. C'est bien que tu donnes ta taille parce que juste avant, je faisais un petit questionnaire sur l'Insta de Tu fais quoi et je disais que tu avais une petite ressemblance avec Tony Parker. Ah, c'est pas la première fois qu'on me dit ça et je me suis même fait arrêter aux États-Unis plusieurs fois et les gens me prennent pour Tony Parker. Bon, c'est vrai qu'il est un peu plus grand que moi. Pas de beaucoup, hein. C'est bien ce qu'il me semble. Voilà. Et la seule chose qui diffère, c'est qu'il a une petite fossette quand même sur le menton. Et voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'on a un peu la même grosse tête. Ah ben voilà. Ah ben je me trompais pas. C'est top. Bon, du coup, c'est vrai que David, on te connaît. En tout cas, moi, je t'ai connu à partir de La Casa. Je suppose que ton histoire n'a pas commencé là. Ah non. Comme j'ai dit en préambule, j'ai 48 ans, donc j'ai eu le temps de faire pas mal de choses aussi avant La Casa, quoi. Donc c'est vrai que le grand public m'a découvert à travers La Casa, surtout votre génération qui est beaucoup venu s'amuser. Donc c'est vrai que voilà, La Casa, c'est quasiment 18 ans de ma vie, donc voilà, ça a marqué quasiment une génération, quoi. Et tu as démarré où alors exactement? Bon, démarrer où? Alors, si je reprends le truc dès le départ, je sais pas où est-ce que je vais commencer, mais bon, donc disons ton arrivée en Guadeloupe. Tu as fait des études, je crois. Mon arrivée en Guadeloupe. Alors, j'ai eu mon bac en 91. À l'époque, j'ai eu un bac scientifique. Et à l'époque, les orientations étaient pas super bien faites. Donc, quand on avait un bac scientifique, à l'époque, ça s'appelait bac D. Donc, maintenant, c'est, je sais pas, SVT ou biologie. Il y avait bac C et D. Donc, c'était, entre guillemets, les terminales d'élite. Voilà. Donc, soit on allait en maths, soit on allait en médecine, soit on allait en biologie. Enfin, c'était très, très, très tracé. Et je me suis retrouvé à faire une première année de biologie à Poitiers. Poitiers, 2 minutes d'arrêt. Donc, c'est juste après Tours. Mais en fait, non, ça a été une année sabbatique parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment pas. Et à partir de cette année sabbatique où je me suis quand même beaucoup amusé, hein, avec Toulouse, Bordeaux, les CAU, c'était quand même une belle époque. Et je me suis réorienté très vite en faisant mes petites recherches vers un BTS communication action publicitaire. Et j'ai fait le pari de revenir tout de suite en Guadeloupe après ma première année. Et je me suis inscrit dans une école privée. Je vais pas la citer parce que ça s'est pas très très bien passé, c'est un peu nul pour tout dire. Et en deuxième année, donc je me suis inscrit au CNED, Centre national d'études à distance, et j'ai passé mon BTS en fait par correspondance, tout en travaillant dans une agence de pub. Donc en fait, j'ai commencé à travailler très très tôt, et donc j'ai eu mon BTS sans trop de problèmes puisque je bossais dedans, et franchement ça m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé, beaucoup passionné. Et donc après ce BTS, je suis parti faire une année de spécialisation, enfin un genre de licence, quoi, dans une école privée parisienne qui s'appelle l'ISCOM, une très bonne école de com, je crois qu'elle existe toujours. Oui. Voilà, et là j'ai fait l'équivalence licence en marketing, marketing direct. Et après j'ai travaillé 1 an à Paris dans une agence de com qui s'appelait Taxi Jaune à l'époque, qui était à Agnières. Et je suis rentré aussi tout de suite. Enfin, je suis venu passer des petites vacances ici. J'ai amené mon bouc avec moi et je me suis baladé dans les agences ici. Et le soir, j'avais 4 offres d'emploi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chefs de pub antillais. Il y avait beaucoup de métropolitains qui vivaient ici depuis longtemps, mais ils recherchaient quand même cette patte de nouvelle génération de jeunes chefs de pub qui arrivaient de Paris. Je vais appeler un petit peu à ta mémoire. C'était quelle année à peu près? 96, je pense. Quand je rentre en Guadeloupe, 96. J'ai fait une année 95. 96, je rentre en Guadeloupe. Je trouve du boulot vraiment en 2 jours. On me paye mon billet. On me propose 2 fois plus qu'à Paris. Tout de suite, tout de suite, c'est parti. Et je fais 1 an dans une super agence qui à l'époque s'appelait Cayenne Communication, avec deux patrons super qui s'appelaient donc Dominique May et Jean-Louis Lyons, qui sont toujours
mes grands amis. Et c'est eux qui m'ont lancé ici, en fait. Et j'ai fait 1 an avec eux à gérer de gros budgets. J'étais directeur de clientèle, en fait. Donc, voilà, j'ai fait le grand saut tout de suite. Je me suis senti à l'aise. Ça s'est super bien passé, tellement bien passé qu'au bout d'1 an, je les ai quittés et j'ai monté ma boîte de com. Voilà, et je me suis spécialisé dans le marketing direct. J'ai bossé en Martinique, en Guadeloupe. Et voilà, l'aventure est partie comme ça et j'ai créé une boîte qui s'appelait DDMD Conseil, David Drumeau Marketing Direct Conseil. Et voilà, et je me suis lancé comme ça et ça a été très très vite. En 97, je suis approché par Alex Fautra, animateur radio d'RCI vedette qui s'appelle Timo en fait, et qui me dit j'ai un projet, on va monter la première radio automatisée guadeloupéenne. On va passer que du Zouk, elle s'appelle Zouk Radio et tout. Et je monte dans l'aventure Zouk Radio. Et je suis embauché en tant que directeur de régie. Et en 3 ans, on chamboule le paysage. On rentre très fort. On secoue Sun FM, Énergie. On devient première radio musicale. Et là, voilà, on commence à vraiment, vraiment secouer les gros. Et donc, je commence à toucher à l'organisation de spectacles, puisqu'on fait de la promo pour des spectacles. On organise des chantées Noël. D'ailleurs, avec Michel Muesta, maintenant, un des animateurs vedettes d'RCI, on relance les chantées Noël en Guadeloupe, en faisant des gros chantées Noël en Cannes et tout. Et là, hop, je me prends un peu au jeu de l'organisation. Je commence à faire des petits concerts avec un ami. Je fais venir Canonge une fois. Et hop, voilà, le virus me prend. Et l'aventure des concerts commence. Voilà. C'est là que ça commence. Et ça, tu savais, toi, que David était à l'origine de Zouk Radio? Non, pas du tout. Tu découvres aussi? Ouais, oui. Et pourtant, c'est une radio incontournable maintenant. Exactement. Et du coup, on voit déjà qu'il a plusieurs facettes en tant qu'entrepreneur. Ouais, c'est clair. Mais en fait, je suis un peu touche à tout, mais il faut dire aussi que j'ai de la chance d'être issu d'un sérail qui est le monde de la publicité, mais vraiment de la publicité. Maintenant, on parle de com, on parle de beaucoup de choses, mais j'ai eu la chance d'apprendre les vraies bases de ce métier-là. Et aujourd'hui, rien n'a changé. C'est juste les outils qui ont changé. Aujourd'hui, on a de nouveaux outils, on a les réseaux, donc c'est beaucoup plus technique, mais les bases sont les mêmes. Et ça a été ma grande chance, c'est de pouvoir prendre une idée, la mouliner et en ressortir quelque chose, en ressortir un concept. Et ça, c'est vraiment l'école du brainstorming, l'école de voilà, on prend une idée, on trouve un pitch et on en fait quelque chose. Et tout ce que j'ai fait finalement dans ma carrière, je l'ai fait sous le filtre de ma formation de communicant, ma formation marketing, même dans mes anciennes enseignes, même Bokit de luxe, c'est exactement, c'est le produit de mon mécanisme de réflexion et de mon mécanisme de ce qu'on appelle aussi, c'est un terme un peu technique, mais la disruption. La disruption, c'est ce qu'on appelle le pitch, c'est le saut qu'on arrive à faire, le petit saut créatif. La disruption, c'est ça. On part d'une base, d'un constat, et hop, on fait un petit saut, et on a pitché, et on trouve le truc qui fait que ça va accrocher. On est passé de Bokit, un truc qu'on vend dans une voiture, on attend 2 plombs pour avoir un truc avec de l'épaule, machin, voilà, et on passe au Bokit de luxe, où ça va très vite, où c'est bon, où c'est frais, où on voit tout devant nous, et voilà, le pitch est trouvé, le nom est trouvé. Et donc, je pense que dans toute ma vie, tout ce que j'ai créé, même la Casa, c'est parti aussi de trucs comme ça. Quand on crée des concepts, ça part d'une mécanique que j'ai intégrée, qui fait partie de moi, qui me permet de prendre un constat, de le mouliner, de disrupter et d'arriver à une idée, et surtout que cette idée soit applicable. Parce que des idées, on en a tous les jours. Moi, j'en ai plusieurs par jour, même des fois. Mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est de rendre une idée réelle. C'est bien. J'ai lu un article sur toi où tu disais, la question revenait forcément, quels sont les projets à venir? Et tu disais que des projets, tu en as tous les jours. Tous les jours. Mais c'est ça qui fait avancer. C'est tous les jours. Après, on fait le tri. Après, il y a une histoire d'opportunité. Il y a une histoire de vibe aussi, quand on le sent. Moi, le local de Bokit, je l'ai loué pendant 1 an à vide. Wow. Je l'ai loué, je savais pas. Je savais qu'il y avait un truc, je savais pas encore quoi. Et puis boum, j'ai fait ma formation, j'ai passé mon CAP chez Ducasse et tout, et hop, je suis rentré, j'ai créé Bokit de luxe en une soirée quoi. Bon, le sujet on y reviendra. Avant qu'on rentre dans le sujet de la Casa, que je vais te laisser mener, Tessa, tu parlais de publicité, on va un petit peu étoffer là-dessus. Tu disais justement que tu as fait des annonces publicitaires, notamment celle d'ASP qui est aussi super connue. J'ai fait, en fait, comme j'étais en contact avec les clients, comme j'étais directeur de régie, que je vendais de la pub, les clients avaient besoin aussi qu'on leur fasse leur spot.
et venant du monde de la pub, on leur proposait d'écrire leur spot. Et ça a commencé comme ça. Et je suis devenu la voix star de Barada. Donc, on avait fait une petite saga. Chaque mois, je sortais un spot. Ouais. Et je faisais toutes les voix promo aussi de Zouk Radio. Donc finalement, je suis devenu une des voix de la radio du début des années 2000 et fin 90. Et ASP aussi. Avec le fameux coucou à KSP. Qui est en fait la reprise d'une blague très populaire, voilà. Donc, mais aujourd'hui, je me suis retrouvé là-dedans. Il y a une certaine logique, tu vois. Et écrire des spots, c'était vraiment un moment, c'était mon métier. J'écrivais des spots pour énormément de clients et donc je faisais les voix aussi parce que c'était plus facile aussi d'interpréter et de rendre ce que je voulais vraiment en termes d'audio, quoi. Comment ça se passe l'écriture d'un spot? C'est le client qui te donne une idée. Et après, il te laisse le champ libre. C'est quoi le... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la première contrainte d'un spot, c'est le temps. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un spot d'un client qui a beaucoup d'argent, c'est 40 secondes, mais on est plutôt dans les 30 secondes. Dans les 30 secondes, il a son jingle qui fait 3 secondes, donc il vous reste 27 secondes. Et vous savez qu'en 27 secondes, par exemple pour Barada, il fallait que je fasse un dialogue entre deux personnes, que j'annonce. Il m'a dit qu'il a reçu des Bermudas et des polos, que c'est les vacances qu'il faut qu'on en parle. Donc, j'ai une contrainte. Donc, en fait, c'est ça qui est super excitant et où là, toute la créativité doit parler, c'est qu'on est contraint. De respecter. Ah oui, de respecter le timing, puisque lui, il achète de l'espace au temps. Il va chez RCI, il dit voilà, je veux mon media planning, mon spot, il fait 35 secondes. C'est pas 36. Et nous, on doit tenir là-dedans. Donc, j'écris un premier jet où je vais écrire, voilà, que, je sais pas, je fais un dialogue. À l'époque, c'était la nouvelle star. Hein. Et je pitchais un peu, je faisais Kevin qui vient chanter, tout ça. Mais faut le faire donc en 20 secondes. Et en 20 secondes, il faut trouver l'idée, faire sourire l'auditeur et lui dire qu'en même temps, il y a des choses qui sont arrivées chez Barada. Et donc, c'est super. Ça se joue sur un bruitage, un mot. Donc, je réécris une fois. Quand je lis le truc, je me dis, putain, je suis à 50 secondes. Je coupe, je vais à l'essentiel. Et ça, c'est vraiment pour moi, le plus excitant. Et c'est valable pour une pub télé aussi. Hein. Vous faites un film en télé, on vous dit que le mec, il a acheté un 15 secondes, qu'il a 5 secondes de pack shot et de baseline derrière. Il vous reste 10 secondes. Vous avez 4 plans, et c'est là où, voilà. Et c'est là où on a de super grands créatifs. Quand on voit les pubs, les trucs qui durent 15 secondes, 30 secondes et où on pète votre tête, on pitch, on met le produit en avant. On va faire aussi un gimmick qui fait que ça va rester en tête et que voilà, je sais pas, pendant Budweiser, Waza, le mec, ils ont fait ça pendant le Super Bowl. C'est resté pendant des années parce que pendant le Super Bowl, la seconde, c'est 4-5 millions de dollars la seconde. Purée. Et les mecs, ils ont acheté un spot qui fait 1 minute, ce qui est énorme, mais les mecs, ils doivent pitcher pendant cette minute-là. Ils ont pas le droit de se tromper. Donc, c'est ça les créatifs. Alors, c'est vrai qu'ici, moi, je regrette un peu qu'on fait beaucoup de réclames, mais pas beaucoup de pubs. C'est-à-dire que c'est tellement vulgarisé que tout le monde fait de la pub et tout le monde, mais... Il y a pub et pub. C'est clair. Il y a réclame et pub. C'est ce que j'appelle ça. Donc, la réclame, on va prendre un produit, on va dire, voilà, venez chez ASP, nous avons les roues à 99 €, la 4e est gratuite. Attention, la 4e est gratuite. C'est de la réclame. Quand on va faire un petit dialogue, un petit truc, on va essayer de scénariser le truc, on est déjà plus dans vraiment voilà, c'est pas de la réclame. Donc voilà, mais après maintenant, je ne juge pas parce que aussi, il faut pas oublier que le but premier d'une pub, c'est de vendre. Oui, avant tout. Donc quand une réclame fait vendre et que le mec, son magasin est plein, qu'il est content, c'est tout bénéfique. Voilà, il va pas se dire, ouais, je vais aller payer un mec pour me prendre un truc alors que il a fait un truc basique et que son truc est plein. Donc, faut pas non plus perdre de vue. Il y a les publicitaires qui perdent de vue en se faisant plaisir. Mais après, l'idée, faut pas oublier qu'on est là pour vendre un produit, pour qu'un client soit content et que commercialement, qu'on ait des retombées. C'est ça aussi, le propre d'une bonne publicité. Et en plus, tu disais, par rapport à maintenant, c'est que avant ça avait un prix. Donc, tu disais 800 € par exemple. Ah oui, moi, avant, on vendait des campagnes hors achat d'espace. On pouvait vendre une campagne entre l'écriture et les voix à 1 000 €. Et pour des stars comme à l'époque, moi, Marguerite, je vais pas trahir mes amis, mais fallait compter 3 fois plus. Une pub de Maman, une pub de Maman Marguerite, c'était 3-4 fois plus. On parlait de gros budgets. Et maintenant, avec le fait que, il y a
bon, l'accessibilité à ce genre de choses est beaucoup plus simple. Les gens peuvent faire eux-mêmes. On fait une voix à la maison, on mixe à la maison. Maintenant, vous avez des applis où vous faites faire des voix à l'autre bout du monde pour 20 € la voix. Je sais pas, même moi, je fais maintenant, par exemple, au 73, quand j'ai un concert, j'ai une petite application, je fais mon flyer en 5 minutes. C'est moi qui le fais. Alors, j'ai la connaissance pour le faire, mais franchement, avant, il fallait envoyer un maquettiste, envoyer la photo en HD, nanana. Maintenant, ça se fait. En 5 minutes, c'est terminé. 5 minutes. Moi, c'est moi qui fais tous mes flyers 73. Je demande une photo, je fais un machin, je mets un petit filtre, c'est fini. Donc, aujourd'hui, il y a une vulgarisation des moyens. Par contre, le fond, reste le même. Pour moi, c'est le même métier qu'il y a 20 ans, sauf que les outils ont changé. Ils ont évolué. Et les outils font croire à certaines personnes qui font de la pub, qui font de la com parce qu'ils ont les outils. C'est comme mes réseaux. Alors, comme j'ai pas beaucoup de temps, je suis en cuisine, j'ai quelqu'un qui m'aide sur mes réseaux. Mais c'est moi qui fais les coms, c'est moi qui les structure. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on sait comment marche Instagram, comment on sait faire une story, comment on sait partager des choses que peut-être moi je sais même pas faire parce que maintenant ça évolue tous les jours, faire un sondage, un machin, mais le fond de la com reste le même. Il faut avoir, je sais pas, quand on fait un flyer, il y a un mode de lecture, il y a un code couleur à respecter, voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, on voit souvent que voilà, c'est des fois fait en dépit du bon sens. Mais après aussi, comme je dis, l'idée c'est que ça marche. On fait un flyer, votre soirée est pleine, et ben c'est que le flyer il a rempli aussi son rôle. C'est ça. Et j'ai vu que tu maîtrisais plutôt pas mal les réseaux. Et c'était une story que tu avais postée qui m'avait fait vraiment rigoler. Alors tu sais, c'est quand Rochat annonce que effectivement on peut pas sortir pour aller acheter des vêtements par exemple, mais par contre attention, tu peux aller acheter une voiture. Ouais. Tu vois? Ouais, mais en fait après aussi les réseaux, faut savoir s'en servir, mais depuis maintenant un bout de temps, et d'ailleurs mon engagement politique actuel est la continuité de ça. Aujourd'hui, je ne peux pas être dans un pays où je n'ai pas le droit de parler, de m'exprimer. Maintenant, j'essaye toujours de le faire de manière un peu dérisoire, voilà. De manière un peu détournée. Un peu drôle, mais c'est ma manière aussi le jour, par exemple, je fais la petite vidéo sur les voitures, je suis, mais hors de moi. J'imagine bien, parce que c'est pas normal. Je suis hors de moi, j'ai envie d'injurier tout le monde, en fait. Et en fait, il faut tourner l'énergie négative dans un petit love pour faire un petit message. Et quand j'ai vu le buzz que ça a fait, les gens m'arrêtaient dans la route en me disant merci, c'est pas normal, tout ça. Donc en fait, là encore, on parle de com. J'aurais pu très bien faire un truc très virulent. Et en fait, non. En 1 minute, je fais un truc, j'ai 2 chips. Le truc passe, les gens, le message est passé. Il n'y a aucun moment, il n'est pas violent, il n'est pas injurieux. Par contre, il est passé 10 fois plus que si j'avais fait un bad buzz en faisant, voilà. Et aujourd'hui, regarde, là, je suis fermé depuis le 19 avril, ça fait près de 2 mois que je suis fermé. Donc, mon état d'esprit, il est pas top. Mais bon, voilà, j'essaye de positiver. Il y a pire que moi. Et puis, quand j'ai un truc à dire, de le dire de manière humoristique, la plus détachée possible. Mais là encore, c'est mon logiciel de com qui parle. C'est une manière de faire. Et des spots comme ça ou des coups de gueule, enfin, j'en ai fait un paquet, quoi. Donc, et quand tu fais ça, tu te rends compte que tu as 50 000 vues, c'est bien que ça parle aux gens. Totalement, parce que tout le monde était d'accord avec toi. Tu vois, mais bon, après, ça change pas grand-chose, mais moi, ça me fait du bien, ça me permet aussi d'expulser ces mauvaises vibes qu'on a, parce qu'en ce moment, depuis 1 an, les mauvaises vibes, ça commence à être pesant, quoi. Faut pas mentir, hein. On va pas, voilà, mais je suis... En tant que restaurateur, c'est très compliqué. Ouais, et puis tout le monde me parle, ouais, t'es fort, tu as trouvé une idée, tout ça. À un moment, moi, je suis fatigué aussi de trouver des idées. Je suis fatigué de se réinventer. Alors, quand on se réinvente 1 fois par an, ça va, mais quand il faut se réinventer tous les 15 jours en fonction du nouvel arrêté du préfet, c'est compliqué. À un moment, on a envie de dire, bon, voilà, quoi. C'est bon, j'ai pas envie de... Parce qu'en fait, ce qui permet à un chef d'entreprise d'avoir de l'énergie, c'est la projection qu'il peut avoir. La projection à 6 mois, à 1 an. On a besoin de se projeter. On peut pas être dans une énergie créatrice et ne pas savoir ce que je vais faire la semaine prochaine. Aujourd'hui,
l'arrêté du préfet est jusqu'au 16. Donc, j'ai bien envie de réfléchir, mais je préfère attendre le 16 pour savoir qu'est-ce qu'il va me dire. S'il va pas prolonger, s'il y aura pas un truc qui fait que, bon. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, on en est là. Maintenant, on est tous logés à la même enseigne. C'est la seule différence de la pandémie, c'est qu'avant, quand tu étais en galère, je sais pas, quand j'étais en galère à la casa parce qu'il y a des problèmes de sécurité, c'est moi qui étais en galère. Maintenant, en termes des restaurateurs, tout le monde est en galère. Donc, bon, on est tous dans le même bateau. C'est pas non plus, moi, ça me console pas plus que ça, mais voilà, parce que dans la vie, il y a deux choses. Il y a des choses sur lesquelles on a une emprise et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et un philosophe épithète qui dit que les choses qu'on maîtrise pas, il faut pas s'en occuper. Et alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais par exemple, la pandémie, moi, je la contrôle pas. Donc, se prendre la tête sur la pandémie, ça sert à rien. Il faut essayer de me concentrer sur moi, sur mon bien-être, sur mais c'est très compliqué à faire. Mais c'est quand même une base. Et surtout, je sais pas, je reprends l'exemple de la casa, je vais faire un gros concert et puis le soir, il pleut, il y a une alerte orange, ce qui m'est arrivé. On annule le concert, on annule la soirée, on a investi. On a déjà payé peut-être les, non, mais les tout musiciens. est payé. Et là, tu te dis, bon, est-ce que je contrôle la pluie, le mauvais temps? Non. Donc, je laisse passer. J'assume. Voilà. Bien que ça à faire. Et ça? Donc, du coup, c'est bien que tu reparles de la casa, parce que j'ai de nombreux souvenirs là-bas. C'est ma première soirée midi-minuit, c'était à la casa. Donc, du coup, est-ce qu'on peut revenir? Oui. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur l'ère La Casa et est-ce que tu pourrais nous parler un peu des débuts de La Casa? Alors, les débuts de La Casa, ça a commencé bien avant La Casa. Moi, je viens d'une famille de musiciens, je viens d'une famille de mélomanes. J'ai eu cette chance-là d'être élevé dans et de baigner dans une ambiance musicale qui m'a donné une ouverture musicale très intéressante et qui m'a fait que je me suis toujours intéressé à la musique. Et je me suis très vite rendu compte que la musique, c'était une manière de partager des sentiments, de partager des choses. Et comme j'ai eu la chance d'écouter de la musique jeune et d'avoir ces sentiments-là, j'ai tout de suite voulu les faire partager aux autres. Parce qu'en fait, à la casa, au début, c'était vraiment l'idée de faire un club de musique live. D'accord. Mon premier concert à la casa, c'est Malavoie, c'est Beethoven au basse. J'étais déjà dans cette vibe de partager avec les gens un moment. J'avais conscience que ces moments étaient précieux et j'avais aussi conscience, sans me le dire vraiment, mais que c'était une partie de nous. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de voyager dans la Caraïbe et je me rendais compte que on n'avait pas ça chez nous. Ce côté live où on va un vendredi soir à Sainte-Lucie, où on va voir un carnaval, on va voir un truc. Et cette vibration caribéenne, je voulais l'amener chez moi dans un lieu ouvert, convivial, où les gens pouvaient être en plein air, en même temps qu'ouvert, et voilà. Donc c'est parti de là, de faire des concerts. Et puis, on a fait les concerts, on s'est rendu compte que c'était compliqué de faire venir du monde, de payer, c'est-à-dire le modèle économique, franchement, dès le départ, si j'avais été un businessman, j'aurais arrêté la casa, en me disant, bon, on a un beau lieu, c'est machin, mais c'est pas aussi rentable que ça. Et on a commencé à toucher aux soirées jeunes, c'est-à-dire à s'intéresser à la cible des jeunes. Mais c'était pas le but premier. Hein. C'était pas le but premier, mais ce lieu-là était là et me disait, mais il faut que tout le monde en profite. Et effectivement, tout le monde a pu en profiter, toutes les tranches d'âge, du bal Grand Moon, au midi-minuit pour les jeunes, au jazz, tout ça. On a vraiment eu un éventail très large parce qu'on est sur un micro-marché et on ne peut pas être spécialisé. On ne peut pas avoir un club de jazz en Guadeloupe qui marche tous les soirs. C'est pas possible. Donc, un soir, on est au jazz, le lendemain, on est en zouk quaxicolore, le dimanche, on fait un truc pour les jeunes. Et les jeunes, mis à part le jazz aussi, où j'ai eu la chance de rencontrer les plus grands jazzmen de la planète, l'expérience avec les jeunes, ça m'a vraiment permis de toucher du doigt et de faire connaissance avec ma jeunesse. Ça a été vraiment très, très formateur. Ça a été douloureux, mais très formateur. Aujourd'hui, j'ai une très bonne connaissance, je pense, de mon pays parce que j'ai fréquenté ces jeunes. Oui. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'expérience des jeunes dans ce qui se fait de mieux et dans ce qui se fait de plus dark. J'ai connu les jeunes qui sont maintenant médecins, j'ai connu des jeunes qui sont maintenant 6 pieds sous terre, j'ai connu des jeunes qui sont maintenant en train de tirer 15 ans de tôle, j'ai connu des jeunes qui étaient chefs de gang, j'ai connu toute la jeunesse dans toute sa diversité. Et ce que j'ai retenu, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas forcément l'aspect violent. L'aspect violent n'était, je l'ai compris après, que la résultante de notre propre
de notre propre société. C'est pas les jeunes qui sont violents, c'est notre société à ce moment-là qui était violente, c'est notre société qui les acceptait pas, c'est notre société qui les mettait au banc, c'est notre société qui n'était pas faite pour eux. Moi, et la chance que j'ai eue, enfin la chance, oui, c'est-à-dire que j'ai toujours, une fois que je suis rentré là-dedans, j'ai pris ça beaucoup à cœur et ça m'a causé beaucoup de soucis personnels parce que je n'arrivais pas, je ne me satisfaisais pas de, oui, il y a un jeune qu'on a foutu dehors, où je me suis battu avec un jeune sans le lendemain aller dans sa famille pour voir où est-ce qu'il tu en allais jusque, oui, mais souvent, je suis rentré dans tous les quartiers, difficiles ou pas, je rentrais et j'allais tout seul rencontrer les parents pour comprendre l'histoire, pour savoir pourquoi ce jeune-là a tiré hier soir, pourquoi. Et je me suis même retrouvé, anecdote, hein, mais un jour, je suis à Carrefour avec mes 2 filles qui étaient vraiment très petites, et 2 bandes se croisent, et la veille, ils s'étaient battus à la casa. Résultat, le combat commence, je vais pour intervenir, il y a un couteau qui sort, je vais pour intervenir, et ma fille crie, papa, je sens vraiment un cri, et là le côté paternel l'emporte, et je prends mes enfants dans mes bras, et je les protège, en fait, c'est-à-dire que je sors je ne me mêle plus du combat. Et il y a un jeune qui s'est fait cisailler le bras, mais franchement, j'avais jamais vu une plaie aussi profonde, aussi longue. Et je pars, et je connais les jeunes, les 2. Et je les regarde, et je sais que ça a commencé chez moi. Hein. Donc je suis dedans, je suis dans leur histoire, quelque part. Ça a commencé chez moi. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça. Je me retrouve à Carrefour. Hein. Voilà, et les bonnes me parlent, je les calme, et je me suis retrouvé comme une espèce de médiateur, plutôt grand frère. Ouais, mais en même temps, médiateur, grand frère, chef de gang aussi, parce que moi j'avais mon gang, c'était mes vigiles, parce que j'ai mon territoire à protéger. Donc on est dans un... Et je me souviens, l'autre anecdote, c'est que pendant les soirées à la casa, c'était vraiment chaud, à la grande époque, avec tous les gangs, entre chien-la-vie, les microbes, SK, machin, et je me retrouve à faire... En une soirée, je fais 10 kilomètres dans la soirée. C'est-à-dire que je suis jamais statique. J'anticipe le problème. Et les mecs me disent... Tu vas sur les tables, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a là. Je suis partout. Et quand des mecs se retournent, je suis près d'eux. L'autre bonne se retourne, je suis près d'eux. Je fais que ça toute la soirée. Et mon seul but, c'est que ça se finisse bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Et donc, en finale de compte, je sympathise avec les gars. Donc, même si on a eu des débuts difficiles, au bout d'un moment, ça devient des petits frères qui viennent me voir, qui me demandent des conseils. Et je me retrouve effectivement dans ce rôle de grand frère, mais qui quand même doit calmer le jeu, doit faire en sorte que ça se passe. Un grand frère qui se fait piquer quand même, un grand frère sur qui on tire. Donc, je rentre dans un délire assez particulier. Et au bout d'un moment, je m'y retrouve plus. Je me dis, mais en fait, je veux bien prendre ce rôle-là, mais je peux pas tout faire. Et c'est là où les pouvoirs publics et les gens qui s'occupaient de culture et de jeunes, en fait, je me rends compte qu'ils en ont rien à foutre. Je monte sur les médias plusieurs fois, j'alerte, je parle, et en fait, au bout d'un moment même par rapport aux jeunes, je passe pour un pleureur, quoi. Un mec qui vient toujours en train de pleurer sur Canal 10, on fait rien pour moi, tout ça, et en fait, je me rends compte que ça ni queue ni tête. Et au bout d'un moment, j'arrête de parler. Et c'est pour ça, en fait, quand je ferme la casa, je parle pas. Je fais un petit film, The End, j'avais plus rien à dire. Tout avait déjà été dit. C'est marrant, je sais pas ce que tu en penses, toi t'es ça. Moi j'ai pas eu cette impression de pleureur. Pourquoi je te dis ça? Il y a eu la Casa, il y a eu le People, il y a eu le Cheyenne, mais c'est comme si toi en fait tu es un propriétaire que de mon point de vue tout le monde apprécie. On te connaît, tu es comme tu dis le grand frère. Les gens te voient, ils savent qui est David Drumeau. C'est quelqu'un qu'on apprécie et finalement quand tu lances les alertes, on est embêté parce qu'on se dit. Mais je sais, mais les jeunes, eux, savent. J'ai pas à leur expliquer. Quand je pousse des coups de gueule comme ça, j'interpelle les décideurs. Parce que ce qu'il faut savoir vraiment, et ça, je pèse mes mots, la Casa n'a jamais été prise au sérieux par les décideurs. Ils n'ont jamais compris le potentiel que c'était. Mais au-delà de ma personne, la Casa aurait pu être toujours là, un lieu culturel, mais qui rayonne mondialement. Je pèse mes mots. C'est dans toute la Caraïbe, on aurait pu vraiment faire un lieu qui dépassait ma personne. La seule chose, c'est qu'à un moment, je pense qu'il aurait fallu m'écouter et sortir de cet ego de bon, on n'aime pas David Drumeau, ou il a une grande gueule, ou on n'arrive pas à le contrôler, et de se dire tiens, mais on peut l'aider.
Mais pas, quand je dis aider, c'est pas forcément de l'argent, c'est écouter, c'est voir comment on peut structurer le truc. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre comment en Guadeloupe, dans les années 2000, on ne peut pas avoir un lieu réservé aux jeunes où ils peuvent s'amuser de manière sécuritaire. Et à la même époque, c'est un truc qui m'avait choqué, Johnny Hallyday était venu en concert, c'était un peu avant, bon, ça remonte, hein. Johnny Hallyday vient en concert au Vélodrome. Gros concert. Jamais oublié ça. Il y avait des escadrons de gendarmes, de flics. Ils avaient coupé la nationale entre Carrefour pour faire un parking et le Vélodrome. Ils avaient enlevé les rambardes. Carrément. Les gens passaient, gendarmerie, butin. Je me dis, mais il y a un souci. J'ai rien contre Johnny. J'adore Johnny. C'est super, machin. Mais regarde ce qu'on est prêt à mettre en place pour un artiste français qui vient ici. Et nous, quand on essaye de faire un truc et qu'on demande une patrouille de police, moi, ça m'est arrivé plein de fois où il y a de gros combats devant la casa, mais vraiment des trucs wicked. Les gendarmes passent. Ils sont en fourgon de 6 personnes. Ils me disent, mais monsieur Drumeau, on est à 6. Qu'est-ce qu'on fait? On peut rien faire. Bye bye. Et moi, je me retrouve à gérer des fusillades, des machins, à calmer, à être là, mais en même temps à être dans un rôle que j'ai déjà dépassé depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux bien faire ma part, mais eux aussi avaient leur part à faire. Alors, même si certains, je dis pas que je n'ai pas tout le monde dans le même panier, certains ont essayé de m'aider, ont essayé de faire. Comme la DAC à une certaine époque, ils ont essayé, mais il n'y a jamais eu de consensus autour de ça, de se dire, tiens, il y a vraiment un truc à faire. Il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire. Et quant à la partie live et musique, c'est pire encore. À l'époque, je m'étais un peu pris la tête avec le président de région de l'époque de Lurel, qui s'appelait Monsieur Lurel, où on se retrouve à faire le premier festival Région Guadeloupe. Je me dis, super, les mecs vont mettre des sous d'un festival, je suis la tête de pont, j'ai une salle, je vais faire un dossier, il faut que je fasse ce festival-là. Finalement, je fais pas le festival, on prend un organisateur français, qui est un gros organisateur, hein, je n'en dis combien pas, et qui fait un festival ici, les mecs, ils mettent 1 million d'euros, le festival dure 1 semaine, 15 jours après, tout le monde a oublié le festival. Sans queue ni tête. Voilà, on a fait des grands noms venir, point barre. Et moi, je leur explique dans une réunion après, je leur dis, mais vous savez quoi? Avec 1 million d'euros, je vous aurais proposé de faire 5 ans de programmation à la Casa. Avec tous les mois, un concert de qualité, des masterclass, et j'impulse un truc. Sur 5 ans, en 5 ans, la Casa devient number 1 dans la Caraïbe et le live redémarre en Guadeloupe. Parce que je faisais des premières parties de groupe. Quand je faisais venir un jazzman, il y avait souvent une première partie quand je pouvais. Christian Laviso, qui travaille maintenant beaucoup avec Kenny Garrett, c'est chez moi qu'il a fait la première partie de Kenny Garrett. Fred Dehay, qui a Bona sur son album, il a joué avant Bona. J'ai fait beaucoup de choses comme ça. J'ai fait des masterclass, j'ai fait des rencontres, j'ai fait parce que ça me tenait à cœur. Mais tout seul, c'était compliqué. Et ils n'ont jamais pris cette dimension. Et on retrouve toujours ça dans le schéma un peu des politiques, à ne pas venir prendre à tâche des gens du terrain, des gens qui font la Guadeloupe, dans tous les secteurs. On pond des trucs, on se dit, ah non, mais venez voir les gens, venez prendre à tâche des gens qui font. Et même si vous ne les aimez pas, et c'est là aussi que j'ai beaucoup évolué, on a le droit de ne pas s'aimer, de ne pas s'apprécier. Par contre, on doit respecter le travail des gens et se respecter. Et ça, c'est la base. Et c'est pour ça que je me suis engagé aussi maintenant en politique de manière un peu plus active, parce que je me rends compte que la faute aussi vient de nous. Et en même temps, la solution, c'est nous. Aujourd'hui, on doit sortir de ce schéma d'ego qui est entretenu un peu par le système colonialiste. Faut pas se leurrer. On dit diviser pour mieux régner. Même je vois les jeunes organisateurs de spectacles maintenant, ils se bouffent entre eux. Il y a 15 mecs qui font la même soirée, la même date. Alors personne se dit, tiens, mais si on s'asseyait, qu'on regardait le planning sur l'année, eh ben, au lieu d'être à 5 un soir, on est à 2, ça va faire plus de sous pour tout le monde. Mais je peux le dupliquer dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, j'ai conscience que dans ce petit pays, au-delà même des politiques sur lesquelles on n'est pas obligé d'attendre, le simple fait de se mettre ensemble et de se dire, tiens, on est à 4 dans le même secteur, ou je sais pas, on est à 4, on fait des boquettes, on est machin, tiens, allons se mettre ensemble. Un petit quelque chose de plus big, de plus gros. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Comme je dis souvent, seul, on va vite et on s'essouffle, et ensemble, on va loin et on se soutient. C'est vraiment quelque chose de très important. Il faut qu'on arrive à comprendre que dans un micro-marché aussi compliqué qui n'est pas fait pour nous, il faut absolument se mettre ensemble et sortir des clichés. Ouais, nèg peut pas faire rien, nèg, tout ça, on a mis ça dans notre tête justement pour que rien ne se passe. Et dans beaucoup de secteurs, rien ne se passe parce qu'on sait pas se parler, on sait pas s'écouter.
Et s'écouter, c'est pas forcément se dire des choses agréables, c'est se dire les choses avec respect, mais se dire les choses. On est souvent dans, ou alors on va s'énerver, on va parler fort, mais en final de compte, qu'est-ce qui passe comme message? Rien. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'essaye d'inculquer à travers mon engagement, c'est qu'aujourd'hui, on doit concevoir le nous, le vivre ensemble. Quand je fais des block parties, c'est exactement ça. Je mets 1000 personnes devant ma petite rue là. Il n'y a pas de vigile. Les gens sont dans une vibe ensemble parce que c'est nous, c'est eux, c'est la Guadeloupe. Et c'est ce que je dis aux gens. Il y a quelqu'un qui me dit, ouais, ça me manque la casa. J'ai dit, mais la casa, elle est là devant toi. La casa, c'est pas un lieu, hein. La casa, c'est un état d'esprit. De pouvoir se retrouver à travers ce qu'on est. Vous pouvez pas vous imaginer la fierté que j'avais quand je faisais une soirée et que je voyais 1000 jeunes en train de danser du zouk à 4 heures du matin, de se tenir. Quand je pense à tous les jeunes qui se sont connus à la casa. C'est ce que j'allais dire. Les premiers baisers, les premiers, moi je me dis pas, il faut qu'on ait des lieux de vie. On peut pas qu'avoir des lieux de consommation. Il faut aussi qu'on ait des lieux de life, de l'éros, de zouk, c'est là que ces choses se créent, se passent et qui fait qu'on est ce qu'on est. On peut pas simplement être dans des centres commerciaux, pousser un caddie ou acheter ou avoir. Il faut être aussi. Et moi, c'est ce que, dans tout ce que j'ai fait et maintenant à travers mon assiette et ce que je donne mes bokits et ma manière de faire, je veux créer ces lieux de vie, ces moments de vie qui font que quand on est avec sa copine, on va dire, on va prendre un petit bokit de luxe, on se met devant, il y a des petites guirlandes, on mange un bon petit bokit, on est posé, on va au Mac manger son bokit. C'est la vie. C'est ça la vie, c'est pas autre chose. C'est simple. Notre vie devrait être simple. Et je fais partie de la dernière génération qui a connu la Guadeloupe simple. La Guadeloupe où tu achetais un petit ordinaire à 1 franc, 2 francs, où tu achetais un petit pâté au coco avec ta maman, où la vie était là. Et aujourd'hui, je pense qu'à travers tout ce que j'ai pu créer, j'ai voulu ramener cette conception que j'ai de la vie, cette conception que j'ai de ce que c'est que d'être un Guadeloupéen, Guadeloupéenne, et de partager, Partage. Moi, les blocs parties, c'est ce qui me manque le plus en ce moment, c'est de mettre des gens ensemble, juste pour être bien, juste pour avoir un petit son, juste pour que les gens soient, posés, sans déposer tout ce qu'on a pour être. Et quand je fais les blocs parties, franchement, c'est une des plus belles réalisations que j'ai faites dans tout ce que j'ai fait, c'est mettre des gens ensemble dans une rue, sans toit, sans rien, c'est nous. Et la force de ça, c'est les gens. C'est pas le lieu, et c'est ça que j'essaye, je pense, de faire à travers toutes mes activités, même si c'est enrobé d'autres choses. Je pense que fondamentalement, c'est ça. C'est recréer cette vie, quoi, en fait. Ok. Donc, du coup, j'ai lu que dans le même temps de la Casa, que tu as aussi produit des artistes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ah oui, ça c'était une période aussi à la Casa. Donc effectivement, j'ai produit des artistes, j'ai produit aussi, c'est pas un peu passé inaperçu, mais dans le monde du jazz, j'ai produit le premier DVD de jazz en 5.1 DTS à l'époque avec le groupe Saké Show, Mario Canonge, Michel Alibo, Andy Narel et Jean-Philippe Fanfan, que je salue, ce sont mes grands frères, mes parrains. Et j'ai été aussi en 2004 le producteur du premier album de Dali et Aleman avec Tchimbenou, qui avait fait un gros tube à l'époque et on avait vraiment pété ça, c'était sympa. Et puis je découvrais aussi, à travers Dali aussi, une autre dimension de la jeunesse qui était la dimension artistique. Et puis j'ai produit Samix aussi, son premier single. Là, alors, petite parenthèse, je comprends maintenant. C'est à quoi je fais référence? Oui. La fameuse photo qui est sortie. Oui. Non, Samix, là encore, Samix, c'est, quand je rencontre Samix, Saïk, qui était sur le Tchimbenou, qui avait 14 ans. On allait en prestation, j'allais chercher Saïk à Mortenol, sa maman était au bord de la route, il montait dans ma voiture, avec ses petites nattes, son grand baggy. et j'ai été au studio Terroriste, avec Oxen, Samix, et je me rends compte que je suis dans un studio bricolé de toutes pièces. Samix a 17 ans, il vit tout seul chez lui depuis au moins 3 ans. Il m'explique qu'il vit tout seul. Sa maman est à Saint-Martin ou sa famille est à Saint-Martin. Et il vit là tout seul, en autonomie, quoi. Je crois qu'il y avait sa sœur qui était là aussi, mais petit bonhomme, 17 ans. Ils ont bricolé un studio. Et dans le studio, ça pète, ça a du son. Les mecs sont créatifs, il y a une énergie. Les mecs, c'est le premier mixtape Terroriste. Je me retrouve là, je me dis, waouh, je suis en train de vivre un truc.
Et c'est pour ça que je suis très proche d'eux parce que je les ai vus, moi, à ce moment-là. Yung Sheng, Realai, je les vois là. Et je vois aussi comment ils sont livrés à eux-mêmes. Mais comment, malgré tout, ils arrivent à sortir quelque chose de cette haine-là, de cette... Il y avait une haine, il y avait un truc de fort, mais les mecs sont là. En 2003, j'amène aussi Benny Man qui est là, je l'amène à Cyberguada avec Kolcha, Boubou, tout ça, et je me retrouve avec Benny Man qui fait un freestyle avec Shelmy, avec tout ça, il est là, et moi je suis là, et je me dis, pas, ça a pété même. Je vois Benny Man qui est là, à Cyberguada, en train de faire des doublets avec Kolcha. En fait, t'as toujours été dans la culture urbaine, en fait. Ben oui, au cœur même. Mais obligé parce que c'était le truc, et puis même à l'époque, alors comme j'avais aucune street credibility, où je venais de nulle part, donc il y a certains qui me regardaient bizarrement et qui comprenaient pas ce que je foutais là, quoi. Ils ne comprenaient pas, et j'étais là et j'appliquais aussi mon logiciel marketing et comme à ça. Dali, je me souviens, on a fait un gros buzz avec Tchèbenou. Dali a pété du jour au lendemain, personne n'a vu venir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert là, qui ont retenu, s'ils ont retenu un son, c'est celui-là. Oui, bon, il y a eu la Horde Noire avant, qui lui avait donné quand même quelque chose, mais quand on arrive avec Tchèbenou, je me souviens, comme j'étais en contact avec pas mal de gros machins, on avait fait les dessous de table de McDo, dans tous les McDo de la Guadeloupe, il y avait la tête de Dali, ça avait pété la tête des gens, on avait fait des affs, enfin bon. On avait pris Daniel Goudrouf, qui est un super photographe, qui était déjà pointu, qui a fait toutes les photos. En plus, toi, tu maîtrises un petit peu toutes les facettes, puisque tu fais de la com, tu sais faire des... Alors le deuxième album a été mixé par Richard Furch, qui avait mixé ou masterisé l'album. C'était Mr. Dahl. Le mec, il a mixé Prince, je savais même pas ça. Parce que j'avais des connexions jazz avec Jacques Schwarzbach, qui vivait à New York et qui connaissait tous les démons dans les studios et qui m'a branché sur monsieur. Il nous a fait un super gros mix, mastering et tout. Le truc arrive, le son pète. Quand j'arrive ici en radio, on me dit, ouais, mais il y a trop de basse, tu comprends? Je dis, non, mais c'est ça le nouveau son, tu vois? Et on était déjà dans ce feeling-là, mais ça aussi, c'est une belle période parce que j'ai rencontré un paquet d'artistes urbains et j'ai fait beaucoup de Jamaïcains. J'ai fait Benny Man, j'ai fait Elephant Man, j'ai fait Cecil Allen, Wayne Wonder, Mr. Vegas, comment il s'appelle l'autre malade là encore qui a fait un son admiral, Busy Signal, Gyptian, Jack You, tout ça j'ai fait. T'as kiffé. J'ai pas kiffé. Alors, les Jamaïcains, c'est compliqué. Franchement, je veux pas être, je sais pas, ce sont pas les Jamaïcains, mais les artistes jamaïcains de dancehall. Bullshit. C'est disrespect. Ah ouais, je sais pas, des mecs comme Egyptian, comme Elephant Man, c'est, humainement, c'est zéro. Ils sont là pour prendre les sous, pour te couillonner, j'ai vécu des moments, tu t'arraches les cheveux. Déception. Super déception. Jack Yo, par exemple, qu'on a fait venir en 2011 pour l'anniversaire de la Casa, les 10 ans. On rêvait de le faire venir, le mec a pété notre bras, on est là, le mec vient, mais bon, on joue le jeu. Il monte sur scène, complètement défoncé. Son show est nul, les gens me disent pas. Et moi, je sais que ça m'a coûté $18,000, tu vois, je suis en train de pleurer, je me dis pas, mais c'est même un fait ici, moi. Ils viennent là, ils en ont rien à foutre, le seul truc, c'est qu'ils veulent une PlayStation dans sa chambre. On fait que des conneries. Par contre, à contrario, t'as des mecs comme Taurus Riley qui arrivent, mais qui les pissent, t'as respecté tous ces trucs. Il vient juste pour écraser la scène de toutes ses forces. La première fois que je l'ai fait, non, c'est la première fois. Problème d'avion, il loupe une connexion, il arrive en Guadeloupe, il est 20h. Et ces musiciens étaient déjà là. Donc, on a déjà fait la balance, tout ça. On va le chercher à l'aéroport. Le mec, il arrive, me check, il voit que je suis angoissé, me check, me dit, no, don't worry, man, don't worry. Le mec, il boit un verre d'eau, il monte sur scène. Fire. Il commence, good girl gone bad. Bah, tout le monde, hystérique. Je me dis, bah. Et là, en fait, toute la pression retombe, t'as les larmes aux yeux. Parce que tu te dis, putain. Ouf. Et merci. Bon, oui, ouf et merci. Après, bon, tu vas faire les comptes, tu vas voir, est-ce que tu es dans les clous, mais tu l'as fait. Et les gens kiffent, t'es dans une petite salle, à taille humaine, où Taurus Riley, là, il pète tous ses tubes, il est généreux, il fait 1h45 de show, le mec, il s'arrête pas.
Les gens sont là et les gens repartent, ils te regardent, ils ont envie de t'embrasser. Et là, ça s'est passé. Et là, tu te dis, OK, j'ai fait mon job. J'ai pas gagné beaucoup d'argent, ou j'en ai même perdu des fois. Mais tu es content. Tu es content, tu sais que les gens, ça va marquer. Il y a des gens qui me parlent de concerts qu'ils ont vus il y a 15 ans, qui me disent, David, tu te souviens, premier concert de Richard Bonnat, quand on était venu en duo, putain, merci. Les gens, donc tu sais que tu as fait quelque chose d'important dans la vie des gens. Parce qu'il y a des concerts qui marquent des gens à vie. Tu as vu, tu vois, tu te dis, OK, j'ai fait monsieur. Ou même, j'ai de super souvenirs, où j'ai Busy Signal qui vient, qui est quand même busy, quoi. Le mec, en plus, il avait des gros tubes à l'époque, il vient, Admiral profite, il fait un clip avec lui, et le soir, donc Admiral passe sur scène, mais en même temps, Chris était en embuscade, Chris avait prévu un truc, donc il monte sur scène aussi, les gens deviennent fous. Une fois aussi, j'ai récupéré Wycliffe. Wycliffe était là, il y avait une soirée, il s'est fait planter, et on m'appelle, putain, en plus c'était l'époque des, comment ça s'appelait, c'était All Zouk and Caribbean. Deux salles, deux ambiances, machin. Oh là là. Boum! Et je sais que monsieur est là, machin. On me dit, pour monsieur passe. Je donne à monsieur 3 000 €, il passe. Je dis, mais non, c'est une blague. Il me dit, oui, il vient. Pape, on éteint les lumières. Bah! Il envoie le son avec Marie J. Blige. Please call 911. Monsieur rentre. Bah! Ouais, il fait à la casa. Tout le monde. Ah. Et après ça m'a mis dans un problème parce que maintenant, tout le monde attendait la surprise, la prochaine surprise. Parce qu'en fait, ce qui nous a piégé. Ce qui nous a vraiment fait rentrer dans une inflation, c'est qu'on a habitué aux jeunes à des gros showcases. Ben oui, et tu as donné que des grands ça arrive après, tu te dis, mais Kalash, tu te dis, mais tu fais quoi après? C'est quoi? Next step, c'est quoi? Et on s'est retrouvés. À l'époque, je boxais beaucoup avec Gepetto aussi, qui était vraiment le petit jeune, qui était spécialiste des jeunes avec qui j'ai beaucoup bossé, qui est mon petit frère. Et on s'est retrouvés, on s'est essoufflés, quoi, parce que quand t'as fait tout ça, et tu vas faire quoi? Et c'était l'inflation. Mais voilà, mais c'était de belles années. Des artistes souvent compliqués à gérer, mais de beaux moments, quoi. De beaux moments, de belles vibes. Ouais, ouais, ma vie a été bercée par ça. Je crois que j'ai fait plus de 300 concerts. Hein, donc, bon, ça, tu sais, ça te marque, hein, ça te marque. Ouais, c'est pas. Je voulais juste revenir sur un truc. Tu as parlé donc tu as vu Samix, Saïd Dali. Ça te fait quoi, en fait, de voir ces petits jeunes que tu as vus, ils étaient même pas majeurs, et le fait que tu vois qu'il y en a, ils ont monté leur boîte, ils ont fait des choses finalement, alors que tu les voyais au départ, ils étaient livrés à eux-mêmes, comme tu disais. Ouais, mais beaucoup de fierté quand je vois ce que Dali est devenu, Samix, tous. J'ai une fierté d'avoir apporté ma pierre à l'édifice. Et c'est ça aujourd'hui où j'ai jamais été comme ça, et pour plein de choses, j'ai fait personne, j'ai apporté ma pierre. Et chacun se doit, quand il croise quelqu'un, de lui amener sa pierre. C'est les plus jeunes, ou même des fois, on peut amener une pierre aussi à quelqu'un qui est plus âgé. Moi, il y a des jeunes qui m'ont amené des pierres. Ces jeunes-là aussi m'ont amené des pierres. C'est eux qui font qu'aujourd'hui, j'ai cette légitimité par rapport aux jeunes et que je suis ce que je suis. C'est parce que j'ai croisé ces jeunes-là un jour, que je les ai compris. Ils t'ont fait confiance, qui te font confiance. Qui m'ont fait confiance. Ces jeunes aussi avec qui, des fois, je me suis battu, qui m'ont tiré dessus. Voilà, j'ai apporté aussi ma pierre. Et aujourd'hui, ça me fait rire parce que je suis un pote-à-pitre, donc j'ai mes restos là, il y a certains quartiers un peu compliqués, et je croise des jeunes, des bad boys, et en fait, je me rends compte que c'est des enfants de bad boys que j'ai fréquentés à l'époque. Raziti, mais si on connaît pas papa. Et quand le papa le dit pas jouer avec David, donc je me rends compte que, il y a une génération qui est passée. Une génération de gens qui sont passés là, et c'est l'âge de ma fille. Ma première fille a 19 ans et la Casa aurait eu 19 ans aujourd'hui. Donc, tu vois, 19 ans, c'est pas rien, quoi. Mmh. C'est ça. Alors, bon, c'est vrai qu'avec la Casa, on pourrait refaire le monde. Ah, c'est clair. Il y a eu énormément de soirées. On a partagé beaucoup de bons moments, les midi, minuit, tout un tas de choses. Les soirées plage quand on mettait 80 tonnes de sable. Incroyable. Et puis finalement, il y a cette transition, donc la Casa ferme, et il y a l'arrivée du restaurant. Alors en fait, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le 1973, je l'ai ouvert en 2013. Et à l'époque déjà, j'étais déjà dans ma transition. Okay. Pour deux choses. Je voulais me prouver, donc 2013, j'ai 40 ans. Et je voulais me prouver toujours ma capacité à créer.
Tu dis non, t'as à casa, tout le monde te connaît, bitin. Crée un truc totalement différent, personne ne t'attend. Et à l'époque, j'allais beaucoup sur Saint-Domingue, et à Saint-Domingue, il y a une vieille ville en pierre, avec des bâtiments du 16e siècle, un truc de ouf, des cours intérieurs, enfin, un truc de malade. Et il y a des bars clandestins dans la vieille ville. À 2h, tout ferme, et à 2h30, il y a des bars clandestins chez l'habitant. Donc tu frappes chez quelqu'un, c'est un mec qui regarde, on t'ouvre une porte, et tu te retrouves dans le salon de quelqu'un, à écouter de la bachata, avec une barre de pool dance où des filles dansent. Et une maman qui met du son sur YouTube, qui te sert une présidenté. Je me dis, c'est quoi ce bordel là, tu m'as. Et puis, t'as de tout, c'est mixé des avocats, des juges, des travelots, t'es dans un genre de film. Et la fête dure jusqu'à 9h du matin. Tu as des pièces, tu as des hamacs, tu as des poufs. Tu te dis, bah, c'est quoi ça? Je commence à m'intéresser à cette vibration-là. Et je reviens ici. Je me dis, j'aurais bien aimé créer un truc comme ça ici. Bon, d'abord, j'essaie de créer un truc comme ça à Saint-Domingue, mais bon. Ça prend pas? C'est pas que ça prend pas, mais j'ai pas les moyens de le faire. Tu es dans un pays de millions d'habitants, les tickets d'entrée sont pas les mêmes. Hein. C'est pas dans le même modèle économique. Donc, je reviens à être ici. Et ici, si je me trompe pas, c'est un immeuble familial. En fait. Alors, c'est pas familial, mais l'histoire, elle est un peu plus complexe que ça. Donc, je découvre le bar à soupe de Jean-Claude, en Chaudière, là, qui est arrivé, lui, il y a quasiment 10-12 ans. Et je vais manger une soupe là, et je me retrouve dans une petite case créole, où je suis dans la cuisine du gars, et je me dis, tiens, il y a une petite similitude avec ce que j'ai vu là-bas. Tout le monde est nos frappes dans la rue. Et la vibe me parle tout de suite. Et je dis, faut que je fasse un truc comme ça. Donc, il me donne l'esprit, et moi, je me dis, bon, faut que je trouve dans la même rue. D'accord. Parce que je sais déjà qu'il faut créer un pool de lieux comme ça. Je vais pas aller créer ce lieu-là à la Marina. Il est déjà là. On continue. Donc, dans la rue, je me mets à chercher. Et je tombe sur cette maison, qui est un ancien cabinet médical. Une amie de l'époque m'en parle, je viens, je visite. La dame m'ouvre sans trop de conviction. Ah, vous voulez louer ça? Je dis, ouais, ça me plairait bien. À l'époque, l'escalier était condamné. Elle me dit, il y a en haut aussi, mais s'il y avait des étudiants avant, mais je dis, je peux voir le haut. Je vois le haut. Là, je commence à comprendre que, il y a un truc. La dame me dit, bon, là, je vous donne si vous voulez, je vous loue ça pour tant. J'ai rajouté de l'argent dessus. Je dis non, je vais vous donner tant. Et je veux l'ensemble. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Et elle me regarde, mais l'air de dire, monsieur, c'est fou, quoi. Monsieur Dumo, qu'est-ce que tu fais là? Les gens qui me croisent, monsieur Dumo, qu'est-ce que tu fais là? Non, rien. J'ai fait 8 mois de travaux. Et quand j'ai sorti ça, les gens sont venus là. Les gens m'ont dit, paye tes têtes. Et je savais que je tenais un truc dès la base. C'est-à-dire que parce que quand tu pousses la porte, tu sais pas. Et quand les gens rentrent là, ils se disent, waouh, ils se croient au Portugal, à Cuba. Ils sont ailleurs. Et je leur dis, nous, vous êtes à Pointe-à-Pitre. Respect, Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire que on a ça chez nous. On peut voyager. Il faut voyager. J'encourage les jeunes à voyager, à aller voir. Mais rien ne nous empêche de faire en mieux encore chez nous. Et le 73, pour moi, je te dis, il y a des Américains qui sont venus, des journalistes, il y a un directeur d'hôtel Sandal qui vient de Barbade ou Antilles. Monsieur est venu là, il a pété un plomb. Des gens qui voyagent, qui voient des choses, qui sont là, ils me disent, damn, tout, la déco, ce qu'on sert, le feeling. Et je sais que j'ai raison. Je sais que j'ai fait mouche quand ces gens qui viennent de l'extérieur valident en fait. Mm-hmm. Et j'explique aux gens, mais vous êtes chez vous, c'est un Guadeloupéen qui a fait ça. Quand on est là, on a l'impression, on sait qu'on est en Guadeloupe, mais c'est tellement différent que ça pourrait être ailleurs. Et ça, je dis aux jeunes, mais on a ça. C'est en nous. Il faut simplement faire, il faut simplement créer, il faut se bouger, il faut pas. Et puis il faut avoir une vision des choses. Quand j'ouvre cette maison-là, c'est une vieille maison. Et en plus, tu voulais dire quelque chose, je crois. Non, il a répondu à la question. J'allais juste demander, est-ce que c'était pas un pari risqué pour toi de implanter tes restaurants à Mais c'était super risqué, mais c'était le challenge de se dire. Et c'est là où les gens ont peut-être dû au début se dire. Ils ont rupté. Ils m'ont dit, David, putain, Larry, putain. Tu fermes pour des raisons là-bas. Non, mais en fait, quand j'ouvre en 2013, je ferme pas. En fait, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ouvre 5 ans avant la fermeture. Et je sais déjà que c'est ma porte de secours. Je le sais. Je suis dans la rue, je commence à faire. 2017, je pars chez Ducasse me former, je fais mon CAP, j'ouvre Bokit,
Je fais la petite place qu'il y a devant. Après, je fais la bloc party. Je fais la petite place Guy Conquête. Je sais déjà. Le truc est parti, je sais. Donc, j'arrête la casa, mais je sais déjà que je suis déjà dans une autre aventure. Mais la casa, j'ai eu du mal à couper le cordon parce que c'était tellement ancré en moi que j'ai eu du mal à me rendre à l'évidence. Et ça a été très dur physiquement pour moi. Franchement, les gens ne savent pas. Et c'est pour ça que je pense que j'ai pas parlé quand j'ai fermé, parce que c'est quand on perd Beaucoup quelqu'un. d'émotions. On peut pas parler. Mais je vous dis ça. Moi, les derniers 6 mois de la casa, il m'arrivait d'être le soir tout seul à la casa et je pleurais. Et c'est pas que je voulais pleurer. C'est que c'était nécessaire que ça sorte. Et j'ai mis ce temps-là de faire ce deuil-là. Parce que je me dis, putain, Timal, t'as mis 18 ans de ta vie, là, Timal. T'as commencé, il y avait rien. On regarde tout ce qui s'est passé là. Donc, j'ai dû accepter ça. Et me dire, mais il y a un moment, il faut passer à autre chose. Moi, j'ai une question qui me vient forcément. Tu m'as dit, ta plus grande fille a 19 ans. Ouais. Elle a, bon, forcément, elle a jamais connu réellement. Elle a connu la fin de la casa, elle a fait une ou deux petites sorties, mais bon, après, comme je mélangeais pas trop les choses et que voilà, mais elle a pas connu la grande époque de la casa. Elle voyait papa partir le soir, revenir le matin. Mais elle a pas, voilà, où les gens dans la rue lui parlaient de ça parce que, ah oui, ton papa à la casa, tout ça, mais elle a pas vraiment connu la grande époque de la casa et la petite encore moins. Donc voilà, mais bon, après, les gens leur en ont parlé beaucoup. Les gens qui sont plus grands, qui sont machin, donc c'était très présent. Et maintenant, c'est beaucoup de luxe et machin, mais aujourd'hui, mes enfants n'ont pas... Et en fait, je pense que aussi, inconsciemment, je me suis dit, à tes enfants grands, et puis peut-être aussi de me rendre compte que tout ce que m'a apporté la casa, mais tout ce que m'a pris la casa aussi. Parce que, tu sais, des nuits blanches, des machins. Ah oui, du temps, des années. Voilà, donc, je ne regrette pas, hein. Faut pas regretter dans la vie quand tu fais, c'est fait. De toute façon, même regretter, ça ne changerait rien. Mais comme ma fille a commencé 17 ans, commencé à sortir, je voulais plus me retrouver dans cette vibration-là, quoi. Et quand ma fille a commencé à sortir, machin, là, j'ai commencé à me dire, ouais, ma tête a commencé à me faire mal. Parce que toi, tu étais au cœur du truc, vraiment. Je voulais pas, comment ça se passe. alors, je l'ai pas empêché de sortir, hein, mais je voulais pas être toujours dans ce game-là. Je voulais sortir de ça. Et là aussi, dans ce game-là, j'ai amené ma pierre. Il y a un moment, quand tu as fait, tu dois te retirer. Il y a d'autres qui font. Là, mais comme Gepetto, qui a le Parc Lounge, je te dis, c'est mon petit frère. Il a été formé à l'école de la casa. Et quand j'ai été au Parc Lounge pour la première fois, j'ai senti une vibration de la casa. Et je me suis dit, pas, Gepetto, mais ok, t'as tout pété. La casa ne va jamais mourir. Et le pire, c'est qu'il a des tables de la casa. Des tables que j'avais, que je lui ai données quand j'ai fermé, ou que je lui ai vendues, non, par contre. Et j'arrive là, je me dis pas, mais là, l'esprit est là. Et on bite qu'à mort, mais l'esprit pas à mort. Tu as pensé peut-être à écrire un livre un jour sur toute cette aventure? Peut-être, mais il faudrait que je prenne quelqu'un aussi pour m'aider à écrire et mettre en forme. Mais oui, je peux te parler de la casa pendant une journée sans m'arrêter. Des anecdotes, des drames, même un documentaire, hein. Ouais, mais après, un petit regret aussi. On a des images, tout ça, mais on n'a pas autant d'images qu'on aurait dû avoir. On n'a pas autant de live qu'on aurait dû capter. On n'a pas autant de... Mais ce qui importe pour moi, il y a quelques images, mais c'est surtout les gens garder quelque chose. Et quand je croise des gens et des jeunes comme vous, même sans se connaître, on se connaît. Ça veut dire qu'on a un truc de commun qui est la casa. Et beaucoup de jeunes me checkent et me disent, mais c'est un petit cousin ou quoi? Non, il a simplement vécu ça et il se reconnaît en ça. Et ça vaut toutes les vidéos du monde, tu vois. Oui, puisque bon, enfin, notre génération, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas... Déjà, moi, je me rappelle, mes premiers à la casa, tu venais, je n'avais même pas encore d'alcool, donc tu vois, tu prenais un coca et tu retournais au combat. Tu allais danser ton zouk, ton truc, tu rentrais chez toi. C'était the place to be. Super soirée. Et les parents qui déposaient les enfants inquiets devant. Monsieur Drumeau, vous surveillez. Monsieur Drumeau. Et quand j'ai commencé à prendre cette charge-là aussi, ça a commencé à me peser d'avoir des enfants d'amis qui venaient, qui m'appelaient. Pour David, c'est un tel, te souviens? Ah oui, je vois qui c'est. Ma fille vient, elle a 17 ans. Elle a machin. Donc, ok, mais oui, J'ai ton œil. Et là, et tous les enfants qui venaient à la casa, quels que soient qu'ils étaient, je les considérais comme mes enfants parce que j'avais leur responsabilité. Et
petite anecdote un peu moins marrante, mais qui est vraie. Le soir où je me fais blesser à la casa, je me fais blesser dans une bagarre. Et je vois du sang par terre. Blessé comment? T'as pris un coup de couteau? J'ai pris un coup de couteau dans l'omoplate gauche. Et il y a du sang. Et je suis dans le truc, je me rends pas compte qu'en fait c'est moi, je vois du sang par terre. Et là, mes deux bras se cachent. Je me dis, il est blessé un petit monde. Et là, je commence à psychoter, quoi. Et quelqu'un me dit, David, c'est où piqué? J'ai toujours deux, je vois qu'on m'a piqué, quoi. C'est-à-dire qu'avant même de penser à moi et de sentir qu'on m'a piqué, je suis déjà dans un truc, on a piqué un enfant. Parce qu'il y a plein de mineurs là. Je me dis, je suis déjà dans un bad trip. Et en fait, c'est moi qu'on a piqué. Tu vois, tellement j'étais focus sur ouais. Ta clientèle. Les jeunes. Ta famille, en fait. L'enfant d'un tel qu'on a déposé là. Et voilà. Et un truc vraiment des moments les plus douloureux pour moi. Franchement, ça m'a pas hanté, mais bon, c'est l'histoire de cette jeune dont je connais le père. J'étais au lycée avec le père. Qui vient à la casa pour la première fois. On allait sortir. Peut-être que si elle nous écoute, je m'excuse même de raconter cette histoire-là, mais franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Elle sort pour la première fois avec un frère ou des cousines. On la laisse sortir. Elle a 17 ans. Et elle est devant la casa. Ils attendent pour rentrer, tout ça. Et il y a un coup de feu. On ne sait pas d'où le coup de feu part. Mec qui tire avec un fusil à pompe. Je ne sais même pas d'où. La meuf, elle prend un plomb dans l'œil. Putain. Un plomb. Et elle perd l'œil. Elle perd l'œil. Et là, je pète un plomb. Je me dis, non, c'est pas possible. Ma fille avait un peu pas le même âge, elle était un peu plus jeune. Je me dis, mais non, David, là, c'est bon. C'est bon. Là, ce jour-là, je pense que j'avais décidé j'étais bon avec ça. Et je me rends compte que je connais le père. Je me retrouve à appeler le père. T'excuser. Même m'excuser, j'ai envie de pleurer, mon frère. Il m'explique que, lui-même, voilà, sa fille a perdu son œil. Je rencontre cette fille-là 2 ans après. Ça a dû se faire en 2015-2016. Et je rencontre cet enfant-là 2 ans après, en 2017, quand il y a les cyclones et qu'on fait une grosse OP caritative et qu'on envoie 50 palettes à Saint-Martin. Il y a plein de jeunes qui viennent nous aider. Et en fait, elle est là. Elle nous aide. Et à un moment, on se check, elle me dit qu'il est là, pas, il est larmes aux yeux, tu sais, Et ça, c'est un truc qui m'a pété la tête, parce que c'était un acte gratuit, et là, je me souviens, j'étais monté sur les médias, j'avais pété un plomb, et en fait, personne ne me check, tu sais, je pète un plomb, je me dis, personne ne m'appelle, aucun homme politique pour son putain de portable, pour dire, monsieur Drumeau, rien, pas, zéro considération pour nous, pour notre jeunesse qui se tire dessus comme ça. Gratuitement. Alors, les hommes politiques n'auraient pas eu de réponse à ça, n'auraient rien changé, mais au moins, je me dis, je suis un peu pris en considération, même dans ce que je traverse là. Et en fait, tu vois, rien à foutre, rien à foutre. Te retrouves à gérer ça tout seul. Et donc, ça, c'est vraiment des trucs qui m'ont marqué. Alors, je ne peux pas retenir que ça, parce qu'il y a de bonnes choses. Mais ça m'a... Ouais, ça, c'est lourd. C'est lourd à porter. Et c'est quand je te dis, il y avait des soirées, j'étais chef de gang, il fallait que tout se passe bien, il fallait sévir, il fallait punir, il fallait se battre des fois, il fallait mettre dehors, il fallait prendre des injures, il fallait se faire piquer, se faire tirer dessus. J'ai un vigile qui s'est fait blesser, on nous a tiré dessus. Enfin, j'ai beaucoup de choses quand même. Et malgré tout, je te dis, je ne peux pas garder que ça. Ça, c'était les symptômes de notre société. Mais j'ai une super jeunesse que j'ai croisée, que j'ai vu grandir. J'ai vu venir au premier machin, qui sont maintenant médecins, chirurgiens, chercheurs, professeurs. Tu vois, donc en fait, dans une société, t'as de tout. Tu as le mauvais, tu as le bon, mais c'est toute notre jeunesse. Et je me refusais d'abandonner cette jeunesse-là. Je pouvais pas me dire, et comme à une époque, on me disait, ouais, faut pas faire rentrer les gars à l'ox. Mais je me disais, mais en fait, le mec qui porte des locks, c'est mon petit frère. De quel droit? Parce qu'à une époque, il y a d'autres endroits qui faisaient un genre de ségrégation. Pas de locks, pas de bitin. Je me disais, non, David. Tu peux pas être à Bémao et empêcher un petit jeune de Bémao de d'à côté de rentrer. C'est pas logique. Et même si je sais qu'il va me faire chier. Même si je sais que je vais devoir le gérer. Mais je me dis, mais non, c'est pas possible. Et il y a des endroits où ils peuvent pas aller. Il y a des endroits où ils pouvaient pas rentrer. Parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur, parce qu'ils n'ont pas la bonne chevelure, parce qu'ils n'ont pas la bonne dégaine.
Tu vois, et ça, c'était lourd pour moi, parce qu'à un moment, on disait, ouais, mais ça arrête, pas laisser telle rentrée. Je disais, mes frères, comment je suis dans un territoire et j'empêche Les gens d'à côté de venir. tu vois. Mm. Et ça m'a donné aussi à rencontrer ces jeunes-là. Des jeunes, c'était compliqué, mon frère. Tu te retrouves face à des jeunes de 14, 15 ans. J'ai vécu des trucs de malades, des jeunes qui viennent en expédition punitive le lendemain d'une soirée. Je vais commencer mon service au restaurant. Il y a 6 jeunes qui arrivent en train de vociférer, aigris, putain. Oh, monsieur, putain, pape. Je sens qu'ils sont pas tout seuls. Je sens qu'il y a 2 couteaux, mais ok, les hommes, venez les autres. Pape, déjà, tout le monde se dégonfle un peu parce que je leur ai parlé, je les ai assis. J'ai dit qu'à sauver, boire, un petit coca, de l'eau, tout le monde me regarde. C'est déjà, la pression redescend. Bon, qu'est-ce que les autres? Bon, ouais, hier soir, qu'est-ce que bitin. Il y a un mec qui a pris un sabre pour moi, j'avais bousculé. Qu'est-ce que bitin. On dit, qu'est-ce que les autres, messieurs? Sauver, bitin, bon, qu'à sauver. Ah, pas ça, mais bitin. Là, je commence à tisser le truc. Ouais. Pas, il a 15 ans, il vit tout seul. On parle, on commence à tisser des liens, mais en même temps, c'est tendu. Et je vais jamais oublier ça. Il y a hasard ou pas, il a une bouteille d'alcali à ses pieds dans un sachet. Mais moi, tu sais, parce que des formations professionnelles, quand tu as affaire à des jeunes comme ça, tu anticipes tout, tu regardes tout, Je suis assis là, mais je surveille tout le monde en même temps. On boit un coca, on parle, je désamorce le truc, je comprends ouais, on parle de travail, bon, on parle rien à faire, putain, tu comprends pas. Un des petits qui était là, je le prenais le soir après pour surveiller un peu la casa quand on avait des trucs dehors. On parle, les mecs étaient venus vraiment pour en découdre. Hein. On parle, ils disent, bon, les hommes, c'est bon, ok, boss, pas de problème. Il y en a un qui vient me voir, il me dit, boss, pas de héros, me prends bus. Tu te dis, mes frères, mais c'est venu pour te défourailler. Il parle avec toi et en fait, il n'a pas d'euros pour prendre le bus. Donc là, tu commences à réfléchir. Il te dit, ok, tu as la bonne décision d'être avec eux. Tu peux pas les lâcher. Parce que qu'est-ce qui s'est passé un moment? Et c'est ça qui se passe toujours. Nos jeunes sont lâchés. On s'occupe pas d'eux, on les check pas. Tant qu'ils font pas de conneries, qu'ils tuent personne, machin, ils sont dans leur coin, là. On s'occupe même pas d'eux. On les laisse dealer, on laisse machin, bon, sauf quand ça devient un peu gros, mais on les laisse faire, on les abandonne totalement. On est un pays où les moins de 24 ans, il y a 64% de chômeurs. Une jeunesse abandonnée, une jeunesse livrée à elle-même. Donc aujourd'hui, pourquoi tu veux t'étonner qu'il y ait des soucis, que les braquages débutent, mes frères, les mecs, c'est quoi leur perspective? C'est quoi? Ils ont rien en main. Ils ont rien. Pas de travail. Et même leur grand frère qui a été à l'école, il n'a pas de travail. Ou le travail qu'on lui donne, c'est au SMIC, il va jamais aller plus loin. Tu vois, il n'y a pas de perspective. Comme tu peux pas te projeter. Le jeune, il peut pas se projeter. Même les jeunes que j'ai rattrapés, putain, pourquoi il fait ça? Mais qu'est-ce que tu lui proposes, en fait? Rien. Et ces jeunes-là, je me retrouvais avec eux à me dire, mais je peux pas les laisser tomber comme ça. Je peux pas ne pas leur parler. Moi, je me souviens de ça. J'étais connu pour ça. Il y avait un problème devant la casa, je sortais. Je suis pas caché derrière des vigiles ou derrière une porte. Je sors, je viens près de toi, mon frère, pour que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est tendu. Et là, tu sens que, en plus, un jeune, il faut savoir comment le parler, comment lui parler, comment le regarder, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, le respecter tout en étant ferme. J'ai appris beaucoup. Franchement, je peux te dire que ces codes de la rue et cette époque-là, j'ai beaucoup appris sur moi-même aussi, sur ma manière de me contrôler, sur ma manière de gérer mes émotions. Parce qu'il faut pas pétailler. Hein. Des fois, ça n'emmène pas lourd. Et après, tu te dis, putain, c'est moi qui fais ça. Tu vois, un soir, j'ai désarmé un mec qui pointait un fusil, je suis passé derrière lui, j'ai machin, mais après ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Timal dit, mais t'es malade ou quoi, Timal? Le mec, il est en train de viser, tu passes derrière lui, putain, tu te dis. J'ai dit, sinon, je sais pas, j'aurais fait la BAC, j'aurais fait GIGN, tu vois, j'aurais pas fait de la pub. Et tu te dis, mais, et quand ça a commencé à déraper comme ça, je me suis dit, non, je peux plus, c'est plus mon rôle. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là que tu commences peut-être petit à petit à envisager une. Mais j'avais déjà, je suis toujours, quand j'ai créé le 73, c'était en 2013. Mes 40 ans, je crée ça, j'ouvre, je m'en occupe comme ça, je prends des chefs, machin, mais je commence à m'intéresser un peu à la cuisine. Mais tu te formes. Je me suis formé en 2017.
puisque ma femme avait fait la même formation 2 ans avant chez Ducasse, donc 4 mois intensifs où tu passes en fait un CAP cuisine en accéléré qu'avec des grands chefs. Elle fait ça, ça lui plaît, et moi je dis bon, je me paye ça, je pars 4 mois à Paris, formation, et là c'est le déclic. Je me dis c'est ça que je veux faire. Tout ce que j'avais fait dans ma vie m'avait amené là, à être en cuisine. À créer, à être dans la pression, à être dans le stress. Et quand j'ai fait mes stages dans un resto du Casse où ça gueule, tout ça, le mec me regarde, il me dit, mais c'est bizarre, tu paniques pas. J'ai dit, tu sais, moi je panique quand on pointe un de gueule sur moi. Pas, et encore. pas quand tu cries dessus parce que l'entrée n'est pas prête. Donc, tu vois, j'ai un vécu. Et ce qui a été bien tout de suite, c'est que la cuisine, c'est du vécu, c'est de la technique. Hein. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours du mal à dire chef David ou dire que je suis un chef. J'ai encore tellement à apprendre. J'ai tellement de retard techniquement. Mais ma vie d'homme m'a amené un bagage humain que les jeunes chefs peut-être n'ont pas. Ils ont la technique et souvent, je vois des jeunes chefs ou même mon second qui est avec moi, techniquement, il sait faire plus de choses que moi. Mais c'est intéressant, j'apprends. Mais humainement, un jeune de 20 ans ne peut pas avoir l'expérience d'un homme de près de 50 ans. Donc la cuisine, c'est ce que tu mets dedans. C'est tes souvenirs d'enfance, c'est pain, beurre et de la confiture de rhubarbe que ma maman me donnait quand j'habitais dans une ferme en France. C'est le fried chicken que tu as goûté la première fois que tu as été à Saint-Martin. C'est la cuisse de poulet que j'ai mangé à Miami quand j'avais 12 ans et qui m'est resté. Tu vois, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu retransmets ça dans ton assiette avec ce que tu sais faire et que tu essayes de mixer tout ça pour que quand la personne fait... Parce qu'en fait, la cuisine aussi, ce que j'aime, et c'est ce que j'adore aussi, même dans toutes mes relations, c'est que tu peux pas tricher. Tu peux prendre des raccourcis, tu peux feinter. Tu peux pas tricher. Cuisine, et surtout maintenant, Instagram, on fait belles photos, tu fais des filtres, tu peux, dément, t'es habillé en chef, tout ça. Mais quand la personne vient chez toi, et qu'elle goûte, qu'elle prend la première bouchée, qu'elle fait ça, c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon. Et là, faut faire attention aussi. C'est pour ça que comme maintenant, tout le monde est critique gastronomique, c'est devenu compliqué. Tout le monde. Sur les réseaux, en fait, c'est pas ça. C'est première bouchée, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, il y a rien qui se passe. C'est bon. C'est bon. C'est bon techniquement, c'est bien. Mais il y a rien qui se passe. Et aujourd'hui, mon travail, c'est de créer des émotions. Il y a un truc qui se passe. J'ai pris une bouchée, on se dit, ouais, mais ça me... Les gens, tout de suite, font référence à des trucs ou partent dans un délire ou partagent. Et moi, franchement, c'est un moment de vérité. Tu cuisines, tu as passé toute ta journée en cuisine, 2 jours, faire tes mises en place. Les gens mangent et tu vas les voir à la fin du repas. Et là... verdict. Ah ouais, verdict. Et quand tu as un c'était bon de circonstance ou juste pour te faire plaisir, tu sais. Parce qu'il y a quelque chose qui a merdé. Et là, moi je demande, je dis qu'est-ce qui n'a pas été... Dites-moi, s'il vous plaît, permettez-moi de grandir, dites-moi ce qui vous a pas plu. Ah mais il y a ça, et là j'essaie d'expliquer ce que j'ai voulu faire. Les gens me disent, ah non mais... Je dis, mais merci beaucoup parce que c'est en échangeant. Et la cuisine, ça m'a permis d'évoluer parce que ce n'est que de l'échange. J'ai rien créé, moi. J'ai tout vu sur des recettes sur Internet, ou quelqu'un m'a appris un truc, ou j'ai vu, ou ma maman m'a donné quelque chose. C'est que de l'échange. Et ça, le contact des grands chefs que j'ai pu avoir, c'est ça l'enseignement. Un grand chef, il a rien à te cacher. Moi, quand les gens viennent ici, je donne toute ma recette, je peux même te donner ce que je pèse, rien à foutre. C'est pas... Toutes les recettes du monde existent maintenant sur les réseaux. Tu t'abonnes à des trucs, tu as toutes les recettes des grands chefs. Je te parle de trucs étoilés, on te montre tout. Comment le faire, la cuisson, A à Z, il n'y a pas de secret. C'est le partage. Et après, c'est toi, l'expérimentation que tu veux en faire. Tu sais, tu parles d'expérimentation, d'expérience, d'émotion. Mais le restaurant, tu l'as fait de ce sens. Puisque, de mémoire, quand je suis venu, quand j'ai découvert, tu prenais un apéro par-ci. Ah oui. Tu avances l'entrée. C'est même ma manière de faire, c'est tu arrives, tu as toujours un appetizer frais, un truc où tu vas passer un jour de pot à tête, une gyromonade au coco rôti, à n'importe quoi. Et mon barman va te faire un cocktail spécial ici. On fait les meilleurs mojitos de la Guadeloupe, faut pas le dire, mais regarde, céleri, gingembre, curcuma, carotte, pastèque, atumo. Il y a personne qui fait ça. Et on fait nos sirops.
Déjà, t'es dans déjà un autre délire. Et après aussi, j'ai pas une carte de 10 000 plats, j'ai 2 entrées, 3 plats, 2 desserts. C'est ce que je suis en capacité de faire pour que tout soit frais, tout soit bon. Alors après, il y a des restaurants où ils sont mieux organisés. Nous, on est à 2 en cuisine. Donc je peux pas non plus, j'ai une petite cuisine, j'ai un petit restaurant. Mais j'assume. Mais tout ce que je te donne de l'entrée, c'est du frais. C'est du frais, mais c'est du love aussi. C'est-à-dire que j'ai pris mon temps. Je fais rien comme ça où je me dis, ça, ok, ça va péter. Ça pète pas, je reviens dessus, je refais, je me dis, je parle avec les gens. Ça vous a pas plu? Expliquez-moi. Ça vous a pas plu? Je change le plat déjà. Moi, quelqu'un qui vient chez moi. Et qui aime pas, tu lui dis, on change le plat direct. Tout de suite, je vous dis, pas de souci. Parce que vous êtes venu pour un service, c'est-à-dire passer un beau moment chez moi. Donc, je peux pas admettre que, par exemple, la cuisson de la viande ne vous plaît pas, je refais. Mais pas que je refais, je prends la viande, je prends notre bout de viande, je refais. Je vous redresse votre assiette. Vous avez payé pour ça. Et c'est valable même chez Bokit. Hein. Tu viens chez Bokit, t'as foutu 2 coups dedans. Non, il y a trop de pickles ou non, mais il y a trop de piment. On est vraiment désolé, madame. On va vous le changer. Les gens qui accueillent les yeux grands. Ah, mais non, mais il n'y a pas de problème, madame. Donnez. Tu vas pas aller frustrer quelqu'un pour 6 €. Tu refais le Bokit. Si le Bokit n'est pas bon, et peut-être que ça peut arriver, il est trop cuit, il a craqué, on a mis trop de piment. Madame, pas de problème, avec plaisir. Donnez le Bokit, on va le changer. Parce que les gens te payent pour ça. Ils te payent pas pour la moitié, ils te payent pas pour dire, Bokit, t'es bon, mais non, faut péter sa tête pour que même un truc se dise, ah ouais, j'aime venir chez toi parce que c'est croquant, ça va vite, j'aime le jambon, j'aime le fromage. C'est très important. Et ça, je sens que tu vas aller poser la même question que moi. Oui, j'allais dire quand même que, c'est la parfaite transition. Octobre 2020, c'est quand même la consécration pour toi, ton Bokit de luxe et aussi oui. Le Bokit en lui-même aussi. Ouais, c'est la consécration pour le Bokit. Et c'est ce que j'ai dit quand on m'a interrogé, et c'est ce que je redis encore. Je n'ai pas la paternité du Bokit. Le Bokit fait partie du patrimoine immatériel guadeloupéen, fait partie de notre ADN. Et c'est ça qu'on parlait de disruption tout à l'heure, de saut créatif. J'ai pris quelque chose qui existe et j'en ai fait quelque chose d'autre. Fait quelque chose je l'ai upgradé. C'est la nouvelle version du Bokit. Et depuis que Bokit de luxe a ouvert, regarde le nombre d'enseignes de Bokit qui ont ouvert. Fierté. Franchement, partage, fierté. Ça veut dire que j'ai donné l'idée à d'autres entrepreneurs et cuisiniers de dire, tiens, mais allons magnifier le Bokit à notre façon. La semaine dernière, j'ai goûté un Bokit au curcuma. Là, je vois que les gens commencent à... C'est bon, ça va créer de l'émulation. Moi, je me dis, les hommes ont commencé à sortir des pâtes spéciales. Faudra que ça crée de l'émulation. Et je suis super content. Quand je me dis, ouais, t'as vu, ils t'ont copié. Mais tant mieux. De toute façon, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans un marché, c'est une loi marketing. Quand de nouveaux concurrents arrivent, ça fait grossir le marché et ça profite toujours au leader du marché. C'est une règle marketing. Bon, faut pas s'endormir non plus, hein. Mais voilà. Donc aujourd'hui, il y a Bokit chic, il y a Bokit center, je suis big up. Je voudrais que toutes les pizzerias, il y a au moins ici 200 pizzerias. Si on pouvait les remplacer par des Bokiteries, je suis content. Ça veut dire que tous les soirs, au lieu de manger des pizzas, on mange des Bokit. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on mange plus de pizzas qu'en Italie. Il y a des pizzerias à chaque coin de rue. Non, c'est vrai. Tu vois? On est très bon en pizza. On est super bon, mais à force, si tu veux, quand t'as 200 pizzerias, t'as forcément des leaders qui vont te sortir des trucs. Je suis pas contre, hein. Faut pas, mais ce que je te dis par là, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait des donquiteries, des bokiteries, j'aurais aimé qu'il y ait la casa accra au moule, j'aurais aimé qu'il y ait des accra partout. Que n'importe où, tu peux aller manger le soir une petite barquette d'accra. Et pas te retrouver à manger des frites congelées, tu vois. C'est ça le truc. Donc, quand je crée quelque chose, quand j'ai créé la casa, il y a plein de lieux qui sont créés, il y a plein d'orgas qui ont débuté à la casa. Il y a plein de trucs, il y a des groupes qui sont créés, c'est ça aussi, c'est tu fais, mais ça t'appartient pas forcément. Donc, tu lances en fait une émulation qui fait que d'autres vont créer aussi. Je lance mes premiers Bokit, je les mangeais à la fête du moule quand j'avais 7 ans, avec une petite limonade ordinaire, et c'était des Bokit fermés, on appelait ça dankit, et il y avait poulet, de tête et peut-être morue. C'était plié, fait devant toi, c'était chaud, c'était gros truc. J'ai pas inventé le Bokit. Et quand les gens me disent, ouais, mais toi, c'est pas le meilleur Bokit, moi, c'est Madame Intel, mais c'est comme la Madeleine de Proust, chacun a son meilleur Bokit. Il
y a une mamie qui forcément fait des meilleurs bokits que moi. Il y a une dame à Petit Canal qui, heureusement. Et c'est pour ça que je dis, on a des richesses et on n'est pas dans une appropriation. Par contre, il faut magnifier nos richesses. Je l'ai fait pour le bokit, mais ça peut exister pour plein de trucs, pour la musique, pour nos rivières, pour nos mers, pour nos balades, tout peut être magnifié. Faut simplement le faire avec passion, avec rigueur. Et après, quand d'autres s'engouffrent derrière, mais moi, c'est que de la fierté. J'ai aucune, tu vois, franchement, je sais qu'en France, il y a un paquet de gens qui font des bokits. Moi, je voudrais que les bokits inondent le monde. Mais c'est ce que tu as commencé quelque part à faire, entre guillemets. Oui, avec l'article. Le fameux article. Mais l'article, même moi, je m'en rends pas compte. C'est quand même, saveur sans, c'est un truc qui tire à 300 000 exemplaires aux États-Unis. C'est big. Mais comment ça fait pour arriver, ça? Alors, en fait, le CTIG fait un tour presse en Guadeloupe et fait venir avec JetBlue une dizaine de gens de la presse spécialisée, du tourisme et tout ça. Et la responsable du bureau CTIG New York, Sandra, dont j'oublie le nom, je suis désolé, me contacte et me dit j'ai des journalistes qui veulent venir, donc elle vient en 73, vient à Bokit et là, oh amazing, David, oh là, tout le monde, le soccer, les gens sont en train de péter un plomb, la rue, les oh là là, amazing, oh. Ils viennent, tout ça. Et je reçois un appel après. Et on me dit, ils ont kiffé le 73, mais comme c'est pas l'angle, par contre, Bokit, on veut faire un truc. Je dis, OK. Et là, je me rends compte que ça a l'air big parce qu'on me met en contact avec une journaliste trinidadienne qui a vécu ici à 40 ans, qui a eu combien de prix dans des grands... Je me dis, c'est lourd. Elle me parle, on commence à kiffer, machin. J'envoie les recettes. Ils font les recettes aux États-Unis. Et là, quand je vois le truc, c'est 4 pages avec ma photo. Je me dis, waouh, on a tout pété. Mais quand je dis on a tout pété, le Bokit a tout pété. Parce qu'en toute honnêteté, David Rumeau, en tant que chef, aurait jamais été dans ce magazine-là sans le Bokit. Donc le Bokit, il devient tout de suite international. Le Bokit, il explose. Le Bokit, il est dans un truc où, voilà quoi, il a une exposition aux États-Unis. Sur le site, on est sur l'Instagram. Leur Instagram, c'est 500 000 abonnés, frère. Il y a photo de Bokit. Incroyable. Mais c'est mal. Donc moi, David Rumeau là-dedans, c'est une petite pierre. Je dis pas que je suis pas content, que je suis pas fier, mais je peux pas tout ramener à moi. Le Bokit, il est sur ce coup-là, il est royal. C'est un boss. On parle donc on a parlé de Bokit de luxe, on a parlé du 1973. On est à Pointe-à-Pitre. Toi, si tu souhaites vraiment, on dit, enfin, de ce que j'ai lu, tu souhaites redynamiser donc Pointe-à-Pitre. Moi, je suis pointois, je sais pas pour toi. Mon père est de la rue Alexandre Isaac. Donc, c'est pas une maison familiale ici, mais mon père a habité à 50 mètres d'ici. Et donc, ça veut dire que mon père se promenait dans la rue, là, jouait sur la place de la Victoire. Quand tu vas sortir en face de Bokit, il y a une fresque. C'est la tête de mon oncle qui est là. D'accord. Et Éric Drumeau, qui a vécu ici. Donc, en fait, tu sais, dans la vie, il y a des trucs que tu maîtrises pas. Je suis revenu ici sans savoir que mon père avait couru ici. Et il y a des cycles. Tu es parti, le proverbe africain qui dit, quand tu sais plus où tu vas, reviens de là où tu viens, tu vois. Et en fait, sans savoir, je suis revenu. À la base. Et ici, je me sens chez moi. Je ne comprends pas. Ouais, quand on fait la Pointe-Bitem, en fait, je suis bien. J'habite à Pointe-à-Pitre. J'habite à 100 mètres d'ici, dans une maison créole. Et tu sais, c'est quand même paradoxal, puisque quand on regarde bien, là, on enregistre, porte ouverte. On est à côté de la rue Vatable. Comme je t'ai dit, moi, je suis pointois. Ma famille a peut-être une parfumerie que tu as dû connaître. Au Bonheur des Dames. Ok, d'accord. Qui a tenu plus de 80 ans. Donc, moi, j'ai grandi à Pointe-à-Pitre. Ouais. J'étais à Carnot, j'étais chez les sœurs. J'avais un pote qui habitait pas loin. J'ai travaillé même un moment. Dès ça, tu vas découvrir des choses sur moi. J'ai travaillé à la rue Vatable dans le cabinet Minacci. Donc, je voyais aussi, à partir d'une certaine heure, ce qui se passait. Et de voir que finalement, toi, tu ouvres un restaurant dans ce quartier, je trouve ça incroyable, en fait. C'est pas incroyable. Faut que tu saches que par rapport aux anciens quartiers et même aux anciens ghettos, il y a un mouvement mondial qui est où les ghettos se boboisent, en fait. C'est-à-dire que dans certaines villes, Los Angeles, tout ça, où il y avait plus de place, ils ont commencé à attaquer des ghettos, comme Brooklyn, à New York, comme machin. Bon. Et moi, je me suis dit, pour un peu reprendre l'idée que j'avais à Saint-Domingue, il faut que je fasse un truc d'atypique.
Quand tu viennes au 73, au début, il n'y avait pas d'enseigne devant. Je voulais que les gens cherchent. Ah, mais j'ai tourné 4 fois, j'ai pas vu. Je dis, mais excusez-moi, c'est volontaire, faut chercher. Ah oui, mais c'est où tout ça? Et boum, il rentre, révélation. Waouh, oh là là, je suis où? Je dis, Pointe-à-Pitre. Et aujourd'hui, j'ai joué avec ça. Ce qui peut paraître être un inconvénient est un avantage. C'est une expérience. Tu viens le soir à Pointe-à-Pitre, t'as peur, les gens ont des belles voitures. Oh là là, je dis, mais vous savez quoi? Vous risquez moins qu'à la marina. Et la rue, elle est sous contrôle, elle est éclairée. Je vous assure, en 8 ans, j'ai eu une voiture pétée. Réellement, d'un client qui est venu. On pète pas de voiture. Ici, c'est un quartier sous contrôle. C'est un quartier où il y a aussi d'autres activités de nuit qui demandent à ce que les choses soient calmes. Donc, il n'y a pas de souci ici. Vous pouvez vous garer. Et maintenant qu'on a Bokit, qu'on a éclairé tout ça, c'est devenu une rue branchée. On va à Pointe-à-Pitre, on se gare, c'est une petite sortie. Et ça me fait plaisir. Il y a Jean-Claude, il y a moi, il y a Bokit. Il y a le Code 809 qui a ouvert en face, qui est un vrai restaurant Santo Domingo. C'est quand je dis un vrai, avec un vrai chef, de vraies spécialités. Il faut du mofongo, du machin. J'ai gagné déjà, parce que ça commence à bouger, il y a une diversité. Et je suis content qu'il y ait aussi un chef de Saint-Domingue qui soit là. Voilà, aujourd'hui j'ai fait une place devant et tous les jours il y a un Patrick qui lave des voitures. Je lui ai laissé le lieu pour laver ses voitures. Tous les jours il a un lieu pour laver ses voitures. Donc tu continues à créer. Tout ça c'est imbriqué. Les prostituées qui sont là, parce qu'il y a des prostituées, elles surveillent la rue pour moi. Il y a le moindre truc, elles viennent et m'appellent David. Je sais qu'il y a un truc. Et ce sont des voisines, on a un grand respect, on fonctionne ensemble. Donc ce qui peut paraître mauvais peut être aussi assimilé. Il y a Plibel Larry qui est là, qui fait un gros travail. Donc, quand on veut tous, on peut faire des merveilles. Et pour ça, il faut se retrousser les manches, ne pas compter ses heures et avoir cette passion et cette créativité qui fait que tu vas faire ce petit saut-là, qui va faire que d'une rue que personne ne connaissait, même le carnaval ne passait pas là. Maintenant, c'est une rue connue, c'est une rue appréciée, c'est une rue où on a déjà mis 1000 personnes pour faire la fête. Et ça tient bien, et ça tient bon. Et ça tient bon. Alors là, maintenant, cette période Covid, je sais vraiment pas où ça va nous mener. Mais en tout cas, quand ça va repartir, je repartirai avec. Enfin, tu vois, Si tu devais donner quelques conseils à des jeunes qui souhaitent entreprendre, ce serait quoi? Des conseils, moi, c'est d'être concis. Déjà, c'est de se faire confiance et de croire en soi. Je pense qu'il faut arrêter de se chercher sans cesse des excuses. Et notamment des excuses financières. Alors oui, si vous avez pour projet de créer un drone qui va sur Mars, oui, je vais vous dire oui. Mais chaque fois qu'on a une idée, il faut la mettre en relation avec son microcosme et avec ses moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une idée, mais que vous avez 1000 euros pour la faire, vous devez adapter votre idée aux 1000 euros. Et pas le contraire. Et pas aller créer une idée à 100 000, alors que vous savez pertinemment que c'est 1000 que vous avez. Et ne jamais oublier, pour les gens qui créent ici, c'est vrai qu'il faut penser grand, surtout maintenant où tout le monde a l'impression qu'avec une idée, on va faire du coaching en ligne, ok, d'accord, ok. Mais la réalité du marché physique, c'est que ça s'appelle un micro-marché. Ça veut dire qu'on est sur 380 000 personnes, sur un petit département avec des données sociodémographiques qui sont ce qu'elles ont, avec un pouvoir d'achat qui est pas si fort que ça, avec une grosse pression économique de consommation sur les gens. Donc, on n'est pas dans une grande ville. Quand les gens me demandent, mais pourquoi ton resto est ouvert 3 soirs par semaine? J'ai dit, parce qu'il n'y a pas le marché pour qu'il soit ouvert 7 jours sur 7. J'aurais été dans une capitale, 2 millions d'habitants, je serais ouvert 7 jours sur 7. Voilà, je t'ai répondu. Donc la personne qui va dire, ouais, mais je peux pas, j'ai pas allé. Frère, tu as quoi dans ta paix? Tu as quoi? Tu as tes 2 bras, tes 2 jambes? Tu as quoi comme économie? Tu as 5 000 euros? Ok. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Et pas se trouver, ouais, faut que je lève des fonds, tu comprends? Putain, j'ai fait un dossier. Moi, j'ai jamais fait de dossier, ou très peu. Parce que j'ai jamais voulu que mon idée ou que ma force créatrice soit assujettie à de l'argent. Ça veut pas dire qu'on n'a pas mal d'argent, mais la base, elle est pas là. Donc aujourd'hui, ne vous mettez pas des barrières par rapport à un manque de moyens, manque de machin, ou lancez-vous. Et il y a pas de
En tout cas, moi, ma génération, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas faire tel ou tel métier. Ok, d'accord, ok, tu veux pas. Il y a une réalité ici. Le marché n'est pas extensible. Donc, quelles sont les niches qui ont besoin de ta créativité? Quelles sont les niches qui ont besoin de toi? C'est peut-être pas forcément les plus sexy. C'est peut-être pas celles qui shine, mais peut-être c'est celles aussi qui vont te permettre de te lancer, de faire autre chose après. Il n'y a pas de saut métier. Surtout par la période dans laquelle on vit, il y a des métiers rentables et des métiers qui sont pas rentables. Donc aujourd'hui, il faut les identifier et il faut se donner à fond. Tu veux faire des jus, fais des jus à fond, fais-le vraiment. Tu veux être guide de montagne, fais-le vraiment. Je peux prendre, tu veux être cuisinier, sois cuisinier. Mais je vois des jeunes qui mettent la charrue avant les bœufs, ou qui vont avoir tout l'apparat d'eux, mais qui finalement ne sont pas. Qui vont, un jeune qui est photographe, il a le plus gros, le dessin, le kibitin, il a tout. En fait, il n'est pas photographe. Donc commence déjà par te former, parce qu'il y a ça aussi. Et il n'y a pas d'âge pour ça, puisque même toi, tu t'es Mais retrouvé il n'y a à pas d'âge. te Moi, je former. me suis retrouvé à me former à 44 ans, à aller à l'école tous les jours, être en cuisine. Voilà, c'est ça la force aussi de se réinventer. Et les jeunes qui arrivent aussi, l'autre truc aussi, c'est que il faut sortir de cette espèce de rêve des réseaux, des trucs où, ah ouais, je vais faire ça et ah non, tu sais pas. Mais non, la force de travail, il faut démultiplier maintenant les réseaux. David, tu connais. Moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir, qui veulent m'expliquer comment ça se passe. Je dis, ok, ben fais. Ah ouais, mais tu comprends. Donc je vais. Ok, ça existe. Je dis pas que ça n'existe pas, que demain tu peux pas devenir influenceur et avoir 10 millions de followers. C'est pas ça le truc. Je dis pas, mais frère, reste aussi dans la réalité. Et la réalité, c'est que pour arriver à quelque chose, quel que soit ce que tu veux, faut taffer. Ce que je dis aux jeunes, Kylian Mbappé, il est parce qu'il est Kylian Mbappé, c'est parce qu'il a taffé. C'est pas réveillé un matin, il est fort, hein. C'est un Ronaldo qu'on voit tous les jours, il fait des frappes, comme un tébé, il devient tébé à faire des frappes à rester. C'est ça. Et c'est valable pour tout. Quand je vois des jeunes musiciens qui viennent me voir, ouais, je veux un conseil, frère, taffe ta voix, t'es pas encore bon, travaille. Tu peux pas faire un truc. Et c'est ça maintenant avec les réseaux. Tu vas faire un son ou tu vas faire une petite vidéo buzz, le lendemain, t'es artiste. Et à l'époque, on n'a pas parlé de ça, mais j'ai fait un tube, Nukaizuke. Je vais essayer de le retrouver. C'est moi qui chante. On va le passer. Il pourrait nous le faire. C'est moi qui chante. Ouais, ça va être compliqué. Et à l'époque déjà, donc c'est en 2000, après le LKP, je fais ça en 2010. Une manière aussi de dire ce que j'ai à dire. Je fais un remix, je me cache un peu, je fais un machin. J'ai été premier au hit parade de RCI. Et à l'époque déjà, j'avais compris que c'était fake. Je suis pas chanteur, je sais pas. Oui, je suis artiste quelque part, mais tu vois, j'ai fait un truc juste pour montrer aux gens en fait que avec les moyens qu'on a là, on peut tout faire. Tout faire. Je suis passé au Shiva, mon frère. Je suis passé au Shiva en showcase. Et maintenant, Tigla. Il a tout fait, en fait. Et c'est le moment le plus atroce de ma vie. Je sors de scène, je cours dans ma voiture, je tremble, Tima. Je dis, mais Tima, t'es malade ou quoi? T'es passé sur la chaîne du Shiva en train de chanter Nukaizuke. Et ça me fait délirer. Et après ça, je fais des podiums à Sainte-Rose, machin. Je passe entre Birman et Ullman, je passe, et je suis là. Bon, j'ai pas fait ça longtemps parce que ça a été très traumatisant. Mais pourquoi traumatisant? Tu vois, c'est traumatisant, frère. Aller chanter en playback devant des gens, ou fête à Sainte-Rose, où t'as 400 personnes, t'as 100 qui écoutent, 50 devant, personne te check. Et c'est là où j'ai touché du doigt une autre réalité de nos artistes. Je me souviens, j'étais passé avec Patrice Ullman, qui est un ami frère. J'étais passé avant, après lui, et j'ai été le voir après, j'ai serré la main, je dis, mon frère, big up, man. Ah, big up. Lui qui est un artiste, un chanteur, mais qui vit de ça, et qui est obligé d'aller se produire comme ça, chanter devant des gens, et il me dit, David, c'est obligé de faire ça, c'est ça, à vivre de ça, quoi. Là, je me suis dit, c'est bandé quand même, tu vois, c'est bandé, mais c'était vraiment une expérience un peu démente. Pour moi, j'avais été producteur, j'ai été artiste pendant 2 mois, juste pour prendre un délire. Mais c'est pour te dire qu'aujourd'hui, je reparle des artistes. Un jeune va faire un truc, il va vocoder sa voix, changer sa voix, il fait un petit buzz, machin, boum, il est artiste. Il est artiste de que dalle.
Et après ça, on dit, ouais, machin. Non, mais moi, j'ai vu. Tu parlais du premier concert de Kalash. Moi, le premier concert de Kalash que j'ai vu à la Casa, je me suis dit, oh, c'est ça, Kalash. Ouais. Mais je te parle vraiment un truc qu'on avait fait long time, hein. C'est avec Trace FM. Fin des années, je sais pas, 2008, 2009, un truc. Il émerge, quoi. Je me dis, merde, c'est ça. Quand je l'ai revu après, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais, et en fait, quoi? Il a travaillé. Les gens moi, j'ai vu la différence. Moi, je vous dis, Kalash a travaillé comme un malade pour arriver à être là où il est là. Il y a du boulot derrière. C'est pas un génie, hein. Il a travaillé. Il a bossé. Il a un mec comme Admiral. Il est doué, mais il a bossé. Donc aujourd'hui, ce que je dis aux jeunes, la vie, c'est pas une application où tu achètes, où tu changes de filtre. Ça, c'est le côté papier mâché. Derrière ton décor, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'il y ait du travail. Donc, ce qu'il faudrait retenir, c'est ça, en fait. C'est Travail. toujours bosser. Bosser. Se donner à fond. Avec passion, parce que quand tu bosses aussi dans un truc que t'aimes pas, tu fais de la merde. Clairement. C'est trouver. Alors, c'est compliqué aussi parce que il faut bouffer, Ça, c'est compliqué aussi. Je comprends aussi pour la jeune génération de se retrouver peut-être dans un boulot alimentaire et de pas. Ça, j'entends. Hein, je veux pas dire le contraire. Mais il y a un moment aussi, il faut savoir dropper, faire son truc et se dire, bon, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin? C'est quoi ma passion, quoi, en fait. Une fois que tu as trouvé ça, il faut foncer et ne pas écouter les gens ou de dire, fais pas ci, fais pas ça. C'est pas vrai. Parce que toi, quand tu as eu chacune de tes idées, c'est quoi en général les retours de tes proches? Te voyais un peu comme quelqu'un mais en fait, ils savent. Toujours éclairé. Ils savent que quand je commence un truc, je vais aller au bout. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et qu'en général, même s'ils ne voient pas tout de suite là où je veux en venir, ils savent que ça va aboutir quelque part. Parce que ma force, je pense, et c'est ça aussi que je dis aux jeunes, que je peux inculquer aux jeunes, c'est rêver. Pas avoir peur de rêver. Ma rue, si elle est comme ça aujourd'hui, c'est qu'un jour, je l'ai rêvé. Mon resto aussi ressemble à ça, c'est qu'il y a bien un jour où j'ai un rêve. Il faut rêver. Il faut se projeter. Il faut fantasmer. Tout rêve ne peut pas devenir réalité, mais si tu vas aller dans les étoiles, ben peut-être que tu iras sur la Lune, mais au moins tu vas aller quelque part. Faut pas. Moi, des fois, je pars d'une idée qui est lointaine, et puis c'est un peu l'entonnoir. Tu sais, tu descends toutes tes idées, et puis pop, ça se réduit, et hop, tu arrives à l'essence de l'idée. Par dans tous les sens, tu vas, et puis au bout de l'entonnoir, il y a un truc qui sort. Mais il faut rêver, il faut fantasmer, Je pense que la vie aussi, elle est faite pour ça. Quand tu crées, il faut envisager des choses. Tu vois, c'est comme quand tu vois une belle femme ou un machin, t'as envie de rêver, t'as envie de te dire, mais fantasmer, ton esprit fantasme déjà. Et si tu fais pas ça, voilà. Donc pour moi, il faut se réserver ça. Et même si c'est devenu compliqué, je pense qu'on a les moyens aussi de rêver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, même si les outils sont nocifs, parce qu'ils te font croire certaines choses, mais ils peuvent être aussi très positifs. Les réseaux, je ne sais pas si tu t'imagines. J'aurais été humoriste demain, tu fais une vidéo, tu la mets, tu as 50 000 personnes qui te regardent. Avant, tu étais humoriste dans ton coin, tu écrivais, il fallait attendre la fête de commune pour aller faire une blague. De faire un truc pour... Tu vois, donc les réseaux ont un côté très pernicieux, très vicieux, mais aussi c'est une porte phénoménale. Tu peux tout faire. Regardez-vous, vous n'avez pas de radio et pourtant vous faites un podcast. Les gens vont se connecter, vont écouter. Vous avez la possibilité de faire partager un truc à travers ce réseau-là. Ça aurait été à 20 ans, il fallait trouver qu'on nous laisse une antenne. C'est ça. Il n'y aura pas d'antenne. Maintenant, ça n'existe plus. C'est dématérialisé. Et pour autant, tu vois, c'est tout l'essence même de ce qu'on a voulu créer. C'est que moi, toujours je dis ça, j'écoute pas la radio et je regarde pas forcément la télé. Mais les jeunes maintenant, il n'y a plus de rendez-vous télé. Et surtout moi je dis, ouais, tu as vu ça? Je vais regarder en replay. C'est pas ma génération. À 19h30, je suis là, j'attends le journal. Je me dis, le journal là même, le jeune, ça va l'intéresser. Tu prends ton PC, ton portable. Il a regardé, mais lui, le rendez-vous. C'est accessible sur Internet. Mais quand même, il y a quelque chose qui nous a
marqué pour les plus jeunes, c'est, tu sais, ce moment dont on parle souvent, et ça, c'est le mail libre antenne. Ah oui. Oui. Où le soir, Les gens tu pouvaient... t'enfermes dans ta chambre, tu as ta radio, tu écoutes, ça parle de tout et n'importe quoi. Ouais, surtout Et de tu n'importe kiffes. quoi. Surtout de n'importe quoi. Et voilà, tu kiffes. Enfin bon, David, merci beaucoup. Eh ben, c'est moi qui à vous toi. remercie. Franchement, c'est un beau petit moment, un échange comme je les aime. On a le temps de parler, le temps de développer un peu. Et franchement, continuez parce que je m'étais pas rendu compte de ça. Ça aussi, c'est une prise de conscience que tu fais, je pense, quand tu prends de l'âge et de l'expérience. C'est qu'aujourd'hui, je pense que j'ai ce devoir-là aussi de me retourner vers vous, de me retourner encore vers les plus jeunes et de transmettre le peu que j'ai l'impression d'avoir retenu. Et je pense que nous, notre génération, et c'est pour ça aussi que je me suis engagé en politique, en se disant qu'il faut qu'on soit dans cette transmission. Et moi, je l'ai toujours fait naturellement. Beaucoup de jeunes viennent me voir parce que ils veulent un conseil, un truc. Et j'ai toujours fait ça. Et certains amis m'ont dit, ouais, mais fais un podcast, fais des formations, tout ça. J'ai dit, mais ça m'intéresse pas. Par contre, peut-être que je le ferai un jour, mais franchement, ça sera gratuit. Parce que je pense qu'il faut donner ce ballon-là. Et moi, en toute honnêteté, la génération d'avant, moi, me l'a très peu donné, en fait. Les chefs d'entreprise qui ont 20 ans de plus que moi, ils sont arrivés à un moment où tout était à faire. Donc, beaucoup ont réussi que par leur présence. Quand, dans les années 80, tu crées un truc qu'il n'y avait pas, tu étais le premier, tu as eu l'idée, tu as fait un truc, tu étais le premier. Ils ont eu ce mérite-là. Ils étaient dans un moment où tout était à faire, où il y avait de l'argent, donc ils ont fait de l'argent. Et cette génération s'est un peu refermée sur elle-même, sur ses acquis, sur son précaré. Ils ont très peu partagé. J'estime, il y en a qui l'ont fait, mais très peu avec ma génération. Et ma génération, quand on est arrivé, quand moi je suis arrivé, sincèrement, j'avais l'impression que j'allais devenir millionnaire dans mon pays, que j'allais, je vois les anciens qui sont là, l'argent se fait. Mais moi, je suis arrivé, c'est clair, 96, 98, c'est le premier crack boursier. Après, j'ai eu l'euro. Après, j'ai eu LKP. Je suis la crise. Entrepreneur de la crise. J'ai jamais connu les 30 glorieuses. Les gens d'avant, ils ont connu l'argent, mais... Un flot. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, tous les chefs d'entreprise, le midi, tu mangeais pour 100 francs, 200 francs. Tu sortais du resto à 15 heures. Tout le monde était rose. On s'habillait en façonnable. Tout le monde était fait. Tout le monde était... Ma génération, on n'a pas le temps de manger le midi. Tu railles, tu transpires. Je peux plus me saper comme avant, parce que tu pars de chez toi à 6h30, à 7h, tu transpires déjà. Donc, tu vois, c'est pas la même chose. Mais cette génération, je pense, n'a pas assez transmis. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, on a ce devoir de transmettre aux jeunes. On ne peut pas garder les choses pour nous. Parce que si on veut que ce pays-là avance, il faut qu'on crée ce collectif, il faut qu'on crée ce nous. Qu'on sorte de l'ego trip du je. Et qu'on inculque aux jeunes de dire, rencontrez-vous, parlez, dites-vous la vérité, aimez-vous, respectez-vous. Et nous, on doit vous donner ces clés-là. Parce que moi, si quelqu'un m'avait parlé comme ça, peut-être qu'il y a des choses que j'aurais pas faites comme je les ai faites. J'ai expérimenté moi-même. Aujourd'hui, je veux dire à un jeune, bon, après, le jeune aussi va faire avec son logiciel. Tout ce qu'on dit n'est pas applicable. Par contre, s'il peut prendre un peu et le mettre à sa sauce pour qu'en 2021, lui puisse faire, moi, je vois des jeunes là, et je suis bouche bée. Je me dis, les jeunes vont vite. Respect, ça, tu sens que ça, c'est formé, ça maîtrise les outils, ça, les gars, ils ont pas froid aux yeux, ils ont compris. Et des fois, et c'est là où tu sens que t'as vieilli, je me dis, je suis un petit peu largué sur la place, tu vois, même si les fondamentaux restent là. Mais sur certains trucs, tu dis, ok, j'ai pris une petite tape sur un truc, mais toi aussi t'apprends. Mais aujourd'hui, il faut créer cette passerelle entre les générations. Et notre génération d'entrepreneurs doit transmettre, ouvrir le livre. Ça va vous faire gagner des années. Ça va vous faire gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. Te dire, voilà, moi, je vois ça comme ça. Prends ce que tu penses être bon pour toi. Mais tu peux pas cacher et te dire, tous les jeunes qui viennent me voir pour n'importe quoi, toujours ouvert à partager, toujours ouvert à partager mon expérience. Parce que je pense que c'est ça aussi, devenir un homme. C'est, un moment t'as fait, un moment tu partages. D'autres vont te donner. Il faut partager. Et si on veut construire ce pays-là, ça ne se fera que sur le partage et que sur la construction ce que j'appelle le nous, quoi. Voilà. Et on va s'arrêter sur ces belles paroles. Donc, merci. Merci à toi, David. Merci, super.
Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager, à faire votre petite screenshot et puis le mettre sur les réseaux si vous avez kiffé. Donc c'était Tessa et Guéric pour un nouvel épisode de Tu fais quoi? On vous dit à très bientôt. Ciao. À bientôt.